Merci d'être venus aussi nombreux. Je m'appelle Alice Fauvel, je suis responsable de la communication au World Inequality Lab, l'un des co-organisateurs de cet événement avec les éditions du Seuil et Paris School of Economics. Donc juste un mot sur le World Inequality Lab. Nous sommes un laboratoire de recherche dont les travaux portent sur l'étude des inégalités dans le monde. Et au World Inequality Lab, il nous tient à cœur non seulement de produire de la recherche sur les inégalités, mais également de la diffuser et de la rendre accessible au plus grand nombre. Donc c'est pour cela que cela fait maintenant depuis plusieurs années que nous organisons les débats de l'égalité, un cycle de conférences qui permettent de présenter un livre et d'échanger avec ses auteurs. Donc ce soir, il s'agit d'un événement un peu spécial dans la mesure où nous accueillons Julia Cagé et Thomas Piketty. Et donc j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez les auteurs et que vous avez entendu parler donc d'une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France, sortie le 8 septembre aux éditions du Seuil. Donc 850 pages qui retracent l'histoire politique de la France depuis la Révolution. Donc ce soir, nous ne sommes ni sur un plateau télé, ni à la radio, et nous allons pouvoir prendre le temps, prendre le temps d'écouter les auteurs et également de poser des questions. Comment cet événement va se dérouler? Dans un premier temps, Julia Cagé et Thomas Piketty vont présenter le livre, puis vous pourrez leur poser des questions. À 18h30, nous fermerons l'amphithéâtre et les auteurs seront disponibles dans le hall et se prêteront à une séance de dédicace. Et vous pourrez également acheter le livre sur place. Donc, merci encore d'être là. Je suis très heureuse d'ouvrir ce forum de discussion sur ce livre. Et sans plus tarder, je vous prie d'accueillir Thomas Piketty et Julia Cagé. Merci beaucoup. Merci Alice pour l'accueil et merci pour l'organisation de l'événement. Et je suis très contente de pouvoir présenter aujourd'hui avec Thomas notre livre Une histoire du conflit politique. Et c'est vrai, comme le disait Alice, de pouvoir le faire avec du temps, calmement, en échangeant avec vous et en répondant à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec Thomas dans ce livre? En fait, on a voulu étudier l'évolution de la structure sociale du vote et l'évolution des différents courants politiques depuis la Révolution française, donc de 1789 à 2022. Et on va voir en fait tout au long de ce livre comment les différents blocs politiques, comment les différents mouvements, les différents courants politiques ont pu rassembler différents groupes sociaux, ont pu rassembler ou non les classes populaires, les classes moyennes, les classes aisées, en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques et en fonction également de là où elles peuvent vivre dans le territoire. Et puis non seulement on va regarder finalement comment se composent les déterminants du vote et comment ça a évolué sur le long terme, et aussi les conséquences que ça peut avoir très concrètement en termes de développement économique, en termes de bonne santé aussi de la vie démocratique, en termes de participation politique, et finalement comment ça va avoir un impact assez concret sur le développement économique, social, démocratique du pays. Alors comment on a réalisé ça? Quand vous voulez comprendre qui vote pour qui et pourquoi en général on se base sur quoi? On se base sur des données d'enquête. Ces données d'enquête, elles ont deux limites. La première, c'est qu'on a très peu d'enquêtes, pour pas dire pas du tout, avant les années 60, 70, 80. Les toutes premières enquêtes, elles sont rares en France. Elles datent de la fin des années 1950 et ça va simplement se systématiser au début des années 1980. Donc, si vous voulez avoir du recul historique, et dans le livre, on va commencer en fait avec l'histoire électorale française en 1789, avec les premiers référendums qui ont lieu en 1793, 1795. Vous pouvez pas répondre en fait à ces questions simplement avec les données d'enquête. Donc ça, c'est leur première limite. Puis la deuxième limite en fait qu'on a avec les données d'enquête, c'est la faible taille des échantillons. Donc en moyenne, on va avoir des échantillons de 1500, 2000 individus. Pour les plus gros panels, qui sont souvent les panels électoraux qui existent depuis quelques années, on va avoir des échantillons qui vont monter à 10, 12 000 individus. Mais ça rend extrêmement difficile, notamment l'étude des petits votes et des petits candidats. Et ça rend aussi relativement difficile le fait de pouvoir croiser
plusieurs dimensions dans l'analyse. Une fois que vous voulez prendre en compte non seulement, par exemple, la catégorie socio-professionnelle, vous voulez dépasser employé-ouvrier, vous voulez prendre en compte également le revenu, le capital immobilier, le fait ou non d'être propriétaire, le niveau d'éducation, vous voulez prendre en compte la localisation dans le territoire avec des variables fines, donc c'est-à-dire pas seulement petites villes, grandes villes, mais l'ensemble de la population répartie sur le territoire. Vous ne pouvez pas fondamentalement faire ça avec des données d'enquête. Et donc, en fait, on a tiré profit dans ce livre du fait qu'en France, on a à la fois des élections depuis très longtemps. On a finalement les plus vieilles élections du monde, donc on peut remonter au premier référendum de 1793-1795. Ensuite, on a un tissu administratif extrêmement fin. On a 36 000 communes. Alors ça étonne beaucoup souvent nos collègues européens, parce que si vous prenez la France, vous avez plus de communes en France que dans l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Bon, ça va avoir un avantage pour nous, parce que ça veut dire qu'on a des communes petites, grandes, petites sans immigrés, petites avec beaucoup d'immigrés, petites riches sans immigrés, petites riches avec beaucoup d'immigrés. Donc on va pouvoir faire des comparaisons extrêmement fines. Puis l'autre avantage de la France, c'est qu'on a d'excellentes, et ça, il faut vraiment qu'on les salue, parce que s'il n'y avait pas les archivistes en France, et s'il n'y avait pas les archives nationales et départementales d'ailleurs, on n'aurait pas fait ce travail-là. On a d'excellentes archives nationales qui nous ont permis d'aller collecter l'ensemble des données électorales depuis 1793. J'en profite pour faire une autre parenthèse, mais elle est quand même extrêmement importante. On a la chance en France d'avoir des financements publics de la recherche extrêmement importants. Avec l'Agence nationale de la recherche, on a aussi des financements européens avec l'ERC, le European Research Council. Et si on n'avait pas eu ces financements publics français et européens de la recherche, plus d'excellents chercheurs, d'excellents étudiants en master, d'excellents doctorants qui nous ont accompagnés au cours des dernières années, on n'aurait jamais non plus pu mener à bien cette recherche, et on serait encore tous les deux derrière un scanner aux archives nationales, peut-être arrivés en 1877, et encore difficilement. Mais bon, ayant bénéficié des archives nationales, des archivistes et de ce financement public, on a pu numériser l'ensemble des résultats des élections législatives depuis 1848 jusqu'à 2022, l'ensemble des résultats des présidentielles depuis 1848. Voilà, il y a un petit trou historique, mais ça c'est lié à l'histoire des présidentielles françaises, parce qu'on va en avoir une en 1848, puis après on va sauter en 1965. Et puis on a choisi d'utiliser les 5 référendums qui nous paraissaient les plus importants finalement tout au long de cette période, en commençant avec 1793, donc le premier référendum sur le vote pour la première constitution, pour la première république, 1795, 1946, 1992 et 2005. En termes de contribution, pour vous donner un ordre d'idée, ce qui avait été fait et mis à disposition jusqu'à présent par le ministère de l'Intérieur, c'était la numérisation des données électorales au niveau communal de 1993 à 2022. Donc nous, en fait, on a rempli le trou 1848-1993. Toutes ces données, on les a mises en ligne sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr. Vous avez les données brutes, donc on a reproduit en fait les bordereaux d'archives électoraux. Donc ça, c'est un exemple pour les législatives de 1849. Mais alors rassurez-vous, on vous a pas mis que ça sur le site, sinon ça serait pas très utile. Enfin, au moins vous n'auriez pas à vous rendre aux archives nationales. On a aussi mis les fichiers en format CSV, en format Excel, en format DTA. Donc il y a toutes les données brutes que vous pouvez exploiter et revenir finalement à ces données à zéro si cela vous intéresse. On a aussi mis les données dans des formats un peu plus sympathiques, notamment des cartes. Donc vous pouvez cartographier l'ensemble des élections avec l'ensemble des nuances politiques et des candidats en croisant différentes variables. Et d'ailleurs, vous pouvez croiser 2 cartes côte à côte et générer les cartes de votre choix, télécharger les données correspondantes. J'en profite pour remercier, parce que là encore, c'est pas nous qui avons codé ce site tout seul avec nos petites mains. Sinon, là, je crois qu'on serait encore à apprendre Python. Mais c'est les équipes de WeDo Data qui ont vraiment fait un travail fantastique pour rendre ce site agréable et facile à utiliser. Donc vous avez absolument toutes les données en ligne qui sont mises sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr. Ça, c'est un exemple pour 1849, ça c'est un exemple pour 1910. Je veux juste souligner une chose, les données électorales telles que disponibles aux archives avant 1950, pour le dire rapidement, avant 1914, en fait, on n'a nulle part la trace dans les archives des partis politiques ou des nuances politiques des candidats. Ce que vous avez, c'est le nom des candidats.
Donc une autre partie de notre travail, en fait, a été de rattacher chacun des candidats à sa nuance ou à son parti politique. Et donc pour ça, on s'est basé énormément sur la presse de l'époque. Il se trouve que la presse de tout le 19e siècle est extrêmement bien conservée et numérisée, notamment aujourd'hui à la BNF, et notamment de manière numérique directement avec Gallica, sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Et donc systématiquement, en fait, pour ces élections, on a téléchargé les différents journaux, on a lu ces journaux, ce qui nous a permis d'associer les candidats à des étiquettes politiques. Donc tout ça, c'est des choix qu'on a faits qui sont pas évidents. D'ailleurs, si vous lisez la presse de l'époque, vous allez voir vraiment ce que signifie le fait d'avoir un biais médiatique assez fort, puisque vous avez des mêmes candidats qui sont pas classés pareil par différents journaux. Le Temps, par exemple, qui est un peu l'équivalent du Monde aujourd'hui, a tendance à surclasser en 1876, 77, 1881, 85 les candidats comme républicains. Donc c'est un journal républicain. Donc en fait, si vous regardez les résultats tels que rendus par Le Temps, alors vous avez des scores pour les républicains modérés et opportunistes qui correspondent pas du tout au compte rendu historique. Donc vous allez aller voir d'autres journaux, l'Union, Le Gaulois, des journaux monarchistes, des journaux socialistes, radicaux-socialistes. Ça va nous permettre d'attribuer les différentes étiquettes. Donc on a fait des choix. De ces étiquettes, on a tiré des nuances politiques, entre 12 et 15 par élection. Puis ensuite, on a fait des regroupements en plus gros blocs, avec la gauche de la gauche, le centre, la droite et la droite de la droite. Et tout ça, en fait, à la fois, c'est ce qui va nous donner les résultats du livre, mais on met aussi toutes ces données à disposition, toutes les étiquettes telles qu'elles apparaissent dans les différents journaux, et ça permet aussi d'ouvrir le débat et de reclassifier potentiellement, s'il y a des désaccords, ces différents candidats. Donc ça, c'est pour la partie sur les données électorales. Alors, si vous voulez comprendre qui vote pour qui et pourquoi, il suffit pas d'avoir les résultats des élections. Encore faut-il avoir les caractéristiques des électeurs. Et donc, pour ça, on a collecté au niveau des différentes communes, et pareil, depuis la Révolution française, les différentes données socio-économiques. On a des mesures de la richesse extrêmement fines avec le capital immobilier depuis la Révolution française, parce qu'en fait, on a depuis la Révolution française l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe foncière. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une estimation au niveau des communes extrêmement fine du capital immobilier et en fait des approximations assez précises pour la richesse des différentes communes. Et au fur et à mesure, on va compléter ça avec des informations sur la taille des communes pour commencer, et ça c'est aussi très précisément défini très tôt historiquement en France avec les différents recensements, ensuite les caractéristiques de la population, le pourcentage d'immigrés, puis toutes les variables socio-économiques, le niveau d'éducation, les différentes mesures de proximité à la religion, les différentes catégories socio-professionnelles, etc., etc. Et c'est ça qui va nous permettre finalement d'avoir cette analyse. Et là où c'est la France est un cas extrêmement important, c'est l'hétérogénéité sur le territoire. Comme on fait cette analyse au niveau communal, on ne fait pas cette analyse au niveau individuel. Donc si toutes les communes de France étaient exactement similaires en moyenne en termes de revenus, de capital immobilier, d'éducation, de CSP, l'utilisation des données communales ne serait pas extrêmement utile pour comprendre les déterminants du vote. Il se trouve qu'on a énormément d'hétérogénéité sur le territoire. Donc là, je vais juste vous montrer deux exemples pour les années récentes, mais c'est extrêmement parlant en fait de le voir, y compris aujourd'hui en 2022. Donc là, c'est la géographie du revenu par habitant en 2022. Le revenu moyen annuel en France est d'environ 19 000 euros. Cette moyenne, si vous prenez les 10% des communes les plus défavorisées, donc prenons par exemple le cas de Roubaix dans le Nord, est de 8 900 euros. C'est par habitant, ça veut dire moins de 800 euros par mois, enfants compris. Si vous prenez le Touquet, on est à 60 700 euros. Si vous prenez le 7e arrondissement de Paris, on est au-dessus de 100 000 euros, on est à 107 600 euros, donc environ 90 100 000 euros par mois. Environ 9 000, c'est déjà pas mal. 9 000, 10 000 euros par mois, enfants compris. Donc on voit en fait les différences et les inégalités à l'intérieur du territoire. Et on a mis une carte ici parce que ce qui est important aussi, c'est de voir l'hétérogénéité géographique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend en compte par exemple les départements, et ce qu'on va vous montrer pendant la conférence, c'est que le poids du département en lui-même par rapport à ce qu'on avait historiquement, il a diminué parce que la politique s'est nationalisée, mais y compris à l'intérieur d'un département, on va avoir énormément de variations géographiques et d'hétérogénéité. C'est le cas pour le revenu.
C'est le cas aussi, par exemple, si vous prenez en compte le capital immobilier. Alors là, deux exemples, pareil, aux extrêmes. Si vous prenez les 10% des communes avec le capital immobilier le plus faible ou les 10% des communes avec le capital immobilier le plus élevé, on va passer de 65 400 € en termes de valeur moyenne des logements à Vierzon dans le Cher à plus de 1,2 million d'euros dans le 7e arrondissement de Paris. Et toutes ces communes-là, non seulement il y a des communes pauvres et des communes riches, mais on va aussi avoir de la variation à l'intérieur des communes pauvres, à l'intérieur des communes riches, à l'intérieur du monde rural, à l'intérieur du monde urbain, sur les autres variables socio-économiques qui vont nous permettre de comprendre les déterminants du vote. Donc en fait, on a un double objectif dans ce livre. Le premier objectif du livre, c'est un objectif qui est purement scientifique, avec un intérêt historique. C'est presque l'objectif qui est celui de la collecte des données, d'établir des séries, de mettre ces séries en ligne dans le débat public et surtout dans le débat scientifique pour qu'elles puissent être utilisées dans le futur. Et c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir ce site où il y a à la fois des entrées très scientifiques, c'est-à-dire vous allez télécharger entièrement les fichiers avec les images d'archives, et puis des entrées beaucoup plus amusantes, entre guillemets, où vous allez avoir le portrait de chaque commune. Donc moi, ça fait plusieurs mois. Dès que j'ai un étudiant, je vois quelques-uns qui rentrent dans mon bureau, je lui demande en général où vivent ses grands-parents, et on va vérifier que même le tout petit village au fin fond de la Corrèze, on l'a, et on peut avoir son portrait, et sa population, et son capital immobilier, et son revenu, et la manière dont il vote depuis 1789. Et puis, l'autre objectif, et c'est là en fait où on voulait aller plus loin que ce que peuvent nous permettre les données d'enquête, l'autre objectif de ce livre, c'était finalement d'apporter un regard neuf sur le conflit politique tel qu'il existe actuellement et sur la tripartition actuelle en y apportant une perspective historique. Pendant longtemps, en tout cas nous, avant d'écrire ce livre, et c'est vrai qu'en fait l'un des premiers objectifs de ce livre, c'était pour nous d'apprendre des choses, et on a appris beaucoup de choses en faisant cette recherche et en l'écrivant. Pendant longtemps, d'une certaine manière, la tripartition actuelle semblait au plus grand nombre un espèce d'accident historique, parce qu'on avait appris à penser le débat politique en France comme un débat bipartisan. Et vous allez voir dans le livre et dans la présentation d'aujourd'hui qu'on a eu une longue période de bipartisme de 1910 à 1992. Donc je pense qu'il n'y a personne ici qui est né avant 1910. Donc on est tous nés dans une période de bipartition, ou après 1992 dans la tripartition actuelle. Mais on n'était pas habitués finalement à penser ces trois blocs et les conséquences de cette tripartition, avec aujourd'hui à gauche le bloc social-écologique, au centre, ce qu'on appelle le bloc libéral progressiste, et puis à droite, ce bloc national patriote. Et en fait, ce que nous permet ce livre, c'est de voir que la tripartition actuelle n'est pas unique en son genre, qu'on a déjà eu une première période de tripartition qui va lui ressembler d'un certain nombre de points de vue, surtout si vous regardez la structure sociale des électorats, les caractéristiques de l'électorat du centre, donc à l'époque les républicains modérés. Et cette première période de tripartition, ça va être en gros 1848-1910. Et donc à l'époque, vous avez trois blocs avec à gauche les socialistes et les radicaux socialistes, au centre les républicains modérés qu'on va rapidement qualifier de républicains opportunistes et qui vont finalement accepter à la fin cette étiquette et qui vont être caractérisés par une certaine forme d'égoïsme social qu'on va retrouver aujourd'hui, on va y revenir. Et à droite, les partis plus conservateurs, traditionnels, catholiques, monarchistes pour un certain nombre d'entre eux, et finalement faire le parallèle entre cette première tripartition et la tripartition actuelle, et comprendre comment on est sorti de cette première tripartition, notamment avec le dépassement du conflit entre monde rural et monde urbain, et le fait que la gauche, autour des années 1910, va être capable d'aller conquérir l'électorat modeste en ruralité. Ça va nous permettre d'apporter un éclairage nouveau sur la tripartition actuelle et de dresser des pistes possibles sur ce qui peut advenir dans les prochaines années. Donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait, puis ensuite on va rentrer dans les détails. Je saute quasiment à la fin, mais c'est pour vous montrer un peu l'idée derrière l'utilisation de nos données. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, pour chacune des élections, chacune des nuances politiques, chacun des courants politiques, on va classer les différentes communes en fonction d'un certain nombre de critères socio-économiques. Donc là, on a classé la population des différentes communes
en fonction du revenu communal par habitant. Donc, ce que vous allez avoir sur l'axe horizontal, vous allez avoir à gauche les 10% des communes les plus modestes, ensuite les 20% suivants, les 30% suivants, puis on va monter dans les 10% des communes les plus riches, les 5% des communes les plus riches, les 1% des communes les plus riches tout en haut. Et ça va nous permettre de comparer le vote pour les différents candidats en fonction de la dimension du revenu. Sachant, et ça on a une page dédiée à ce vote en fonction du revenu en ligne, si vous allez sur la page conflit, donc ça va être qui a le vote le plus populaire ou qui a le vote le plus bourgeois, et que vous générez ces graphiques, vous verrez en fait on a toujours un petit bouton avec ou sans contrôle. Donc vous avez soit l'effet brut du revenu, soit on a l'effet du revenu une fois qu'on prend en compte toutes les autres dimensions. Donc la taille de la population, les caractéristiques du territoire, l'insertion dans le tissu socio-professionnel, l'éducation, etc., etc. Donc qu'est-ce que vous voyez ici ? Donc, on l'a appelé le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire. Donc vous avez le vote ensemble en jaune en 2022. Donc vous voyez l'évolution du vote ensemble en 2022 en fonction du revenu. Vous voyez qu'il est inférieur à sa moyenne nationale, donc 100% dans les 70% des communes les plus modestes, ensuite qui va grimper très rapidement tout en haut de la distribution pour atteindre 1,7 fois sa moyenne nationale dans les 1% des communes les plus riches. De ce point de vue-là, en fait, le vote ensemble n'est pas très différent des votes de droite traditionnels qu'on peut observer. Donc là, on a mis quelques exemples en 1863, en 1924, en 1962, en 81 ou en 1993. C'est relativement similaire et on voit qu'il y a un vote pour la droite traditionnelle qui a toujours historiquement très fortement augmenté avec le revenu. Le vote le plus semblable là ici, c'est avec la droite en 1981, Giscard, le RPR et l'UDF. Mais la vraie différence qu'on va voir ici entre le vote ensemble et les votes pour la droite traditionnelle, c'est que si vous regardez en bas de la distribution, dans le 10, 20, 30% des communes les plus modestes, ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, extrêmement frappant avec la droite en 1893, on le voit aussi très bien en 1924, historiquement, les partis de droite traditionnels étaient capables d'aller conquérir une partie du vote en ruralité et du vote des électeurs les plus modestes dans le monde rural. Et ça, c'est plus du tout le cas aujourd'hui pour le vote ensemble, puisque si vous prenez en bas de la distribution, pour le coup, on voit vraiment un déficit du vote ensemble parmi les communes les plus populaires. Et c'est pour ça que sur l'ensemble de la distribution du revenu, on voit en fait, le vote le plus pentu de l'histoire dans la relation entre revenu et vote pour Emmanuel Macron et le bloc ensemble. Et c'est pour ça qu'on le qualifie comme plus bourgeois de l'histoire. On reviendra dessus. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien en soi. C'est pas parce que vous avez un électorat qui est un électorat entièrement populaire que vous avez forcément raison, ou un électorat qui est un électorat très favorisé que vous avez entièrement tort. Par contre, ce qui est intéressant de voir sur ce graphique-là, et ça va être au centre de la discussion sur la tripartition, c'est de voir que ce bloc centriste ne capture pas du tout les électeurs les plus modestes, qu'une partie de ces électeurs les plus modestes avant en ruralité votaient pour la droite, et en fait aujourd'hui vont se séparer entre d'une part le bloc social-écologique et d'autre part le bloc qui est le bloc national patriote. Donc l'hypothèse centrale de ce livre, avant de laisser Thomas rentrer plus dans les détails, c'est l'hypothèse suivante. Nous, on pense que la configuration bipolaire gauche-droite de type classiste est finalement la configuration la plus favorable, à la fois du point de vue du fonctionnement démocratique que du point de vue du développement socio-économique. Et on essaie de montrer pourquoi dans le livre, et en particulier on va montrer dans le livre que finalement tout le progrès de l'État social, tout le développement de la réduction des inégalités, que ce soit en termes de distribution des revenus, de distribution du capital immobilier, et puis tout finalement le développement du vote, l'augmentation de la participation électorale, la réduction des inégalités de vote entre les plus modestes et les plus favorisés, s'est joué pendant la grande période de bipartition entre 1910 et 1992. Et on essaie de discuter pourquoi finalement la tripartition nous semble plus favorable au progrès social que les périodes de tripartition, celles observées historiquement entre 1848 et 1910 ou celles observées actuellement. Et on va voir que c'est dû finalement au bienfait de l'alternance. Et notamment au fait, si vous regardez l'histoire électorale française et les différentes mesures de progrès social et économique qui ont été prises, le taux d'imposition le plus progressif en France, il a été voté en 1920
par une chambre qu'on qualifie de chambre bleu horizon, parce que c'est la chambre la plus à droite de toute l'histoire électorale française. Et si la droite le fait à ce moment-là, c'est parce qu'il y a la menace à la fois communiste, la menace de l'alternance avec les socialistes, et c'est une manière pour elle, en allant assez loin finalement dans le progrès social, de conserver le pouvoir. Pareil avec toutes les grandes mesures sociales, augmentation du SMIC, augmentation des salaires, qui sont prises en France en 1967-1968. C'est pas la gauche à l'époque qui est au pouvoir, c'est la droite qui est au pouvoir. Mais elle a peur de l'alternance. Et donc, sous la menace communiste-socialiste, elle va prendre des mesures de progrès social. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est la même chose en 1981. On va avoir des nationalisations, mais on va aller peut-être moins loin qu'un certain nombre l'auraient voulu ou l'auraient souhaité, parce qu'il y a cette élection de 1981 qui est extrêmement serrée, c'est aussi serré du point de vue des élections législatives, et donc en fait ça rend la gauche, entre guillemets, raisonnable, parce qu'il y a cette alternance et ce débat démocratique et ces allers-retours entre la gauche et la droite. Alors que dans les périodes de tripartition, d'une certaine manière, on a un bloc central dont on vient de voir qu'il avait un électorat extrêmement favorisé et d'une certaine manière relativement réduit, puisqu'en fait, il n'a pas un électorat majoritaire, il a environ 30%, comme les deux autres blocs du total de l'électorat, qui peut se maintenir au pouvoir, finalement, en renvoyant dos à dos les deux oppositions. Il y a différents termes qui ont été utilisés selon les périodes historiques pour les qualifier. Aujourd'hui, elles vont être qualifiées soit de non républicaines, soit de populistes, elles vont être délégitimées. Vous avez un bloc central qui se présente comme un bloc de la raison et qui ne va pas bénéficier en fait de l'alternance démocratique, qui peut penser se maintenir au pouvoir simplement en se présentant comme le camp de la raison. Et ça bénéficie pas au progrès social, ou en tout cas, pour le dire, comme le disait Jean Jaurès en 1904, pour qualifier les républicains opportunistes, ça bénéficie au progrès social jusqu'aux limites de l'égoïsme social des catégories au pouvoir. Donc je vais juste vous montrer, parce que je parlais de participation et de non seulement de progrès social, mais vraiment de bon fonctionnement de la démocratie, potentiellement les effets de la bipartition versus les effets de la tripartition sur la participation électorale. Donc là, vous avez l'évolution de la participation électorale en France sur la longue période, parce que, donc on remonte en 1793. Donc vous allez avoir toutes les élections en vert, les élections présidentielles, et en rouge les élections législatives. Il y a plusieurs points à souligner ici. D'abord, il faut quand même souligner que même à la fin du 19e siècle, on a des taux de participation qui peuvent vous sembler relativement bas, 30-40%, mais c'est une époque où les gens allaient voter au niveau du chef-lieu de canton. Oui, au XVIIIe siècle, les gens allaient voter au niveau du chef-lieu de canton, ce qui est loin d'être évident à l'époque. Ça suppose en général d'aller marcher entre 20 et 30 km. Très concrètement, c'est une demi-journée ou une journée de travail. Et si vous lisez tous les comptes rendus qui ont été faits par les historiens à l'époque, en plus, on a un suffrage à l'époque qui est un suffrage uniquement masculin. Vous avez des gens qui hésitent concrètement à aller voter parce qu'ils ont peur que les villages soient attaqués, et leurs femmes également, au moment des élections. Et malgré tout, à cette époque-là, on a des taux de participation qui frôlent les 40%. En 1848 jusqu'en 1871, donc ça va changer avec l'élection de juillet 1871, vous avez encore en fait un vote qui se fait au niveau du chef-lieu de canton. Et malgré tout, on a déjà des taux de participation aux élections législatives qui sont supérieurs à 60%, qui vont dépasser 80% et qui vont varier en fait de 1848 jusqu'à la fin des années 1980 entre 60 et 80%. Voilà. Et donc une participation électorale qui peut nous sembler extrêmement importante vue d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on va avoir un effondrement complet de la participation qui commence à la fin des années 1980, qui va s'accélérer au cours des dernières années. On est tombé en dessous de 50% de participation aux dernières élections législatives de 2022, ce qui très concrètement, ça vous paraît très évident, mais je pense que c'est important de le souligner, veut dire que vous avez un citoyen sur deux qui ne va pas voter. Ce à quoi, en fait, on pourrait rajouter le fait que vous avez à peu près 10% des citoyens en âge de voter qui sont mal inscrits ou non inscrits sur les listes électorales. Donc, de facto, vous avez une participation effective qui est encore plus faible que ça. Et si vous regardez, en fait, sur cette période-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, cet effondrement de la participation, il a aussi lieu au moment du retour de la tripartition. Le deuxième point qui est important, c'est que c'est pas du tout un phénomène qui est homogène sur l'ensemble du territoire. Et ce qui est vraiment frappant ici, qu'on a regardé les écarts de participation sur le long terme entre les communes riches et les communes pauvres.
peut regarder les différentes courbes, mais disons que pour se focaliser sur un chiffre, regardons le ratio entre les 5% des communes les plus riches et les 5% des communes les plus pauvres. Aux dernières élections en France, vous allez avoir un écart qui va atteindre 1,3 entre les 5% des communes les plus riches et les 5% des communes les plus pauvres. Ce qui veut dire que très concrètement, on vote 1,3 fois plus en moyenne dans les 5% des communes les plus riches que dans les 5% des communes les plus pauvres. Avec un taux de participation moyen de l'ordre de 50%, ça veut dire concrètement que parmi les communes les plus pauvres, vous avez des taux de participation qui tombent en dessous d'un tiers. Vous avez plus de 2 tiers des gens qui ne vont pas voter et qui s'abstiennent. Pendant longtemps, on a pris ça comme une espèce de chose de donnée. C'est-à-dire, on a cette idée, et finalement, là, on arrive à le quantifier précisément, mais cette idée que les plus modestes votent moins que les plus riches, c'est quelque chose qui était assez bien documenté, y compris aujourd'hui, dans toutes les données d'enquête et les données de sondage. Vous avez des sondages post-électoraux et vous savez qu'en général, les plus modestes votent moins que les plus riches. Ce qui est important et intéressant ici, c'est 2 choses. 1, ces écarts de participation n'ont jamais été aussi importants historiquement. La seule fois où on était monté haut, c'était en 1871, et vous voyez qu'on est en dessous de 1,25. Donc on n'a jamais atteint de tels écarts de participation entre communes riches et communes pauvres sur l'ensemble de l'histoire électorale française. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est si vous regardez ici les années 1960, 70, 80, 90. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été le cas. Et dans les années récentes et à la fin de la période de bipartition, donc après les années 1950, 60, 70, 80, les communes les plus modestes participaient plus que les communes les plus riches. Donc en fait, ce à quoi on a assisté au cours de ces dernières années, c'est véritablement un décrochage électoral des électeurs les plus pauvres. Et ça demande à être expliqué, ça montre les insuffisances de l'offre politique actuelle, ça montre aussi peut-être les conséquences de la tripartition. On est sorti justement de la possibilité de l'alternance à laquelle on était habitué entre la gauche et la droite, et où certains peuvent s'interroger sur le bienfait du fait de se déplacer et d'aller voter dans les urnes, si ça ne va pas justement affecter cette alternance entre la droite et la gauche. Et du coup, je laisse la parole à Thomas. Merci Julia. Donc, merci Julia. Donc là, on a vu un exemple de résultat sur l'évolution de la structure de la participation. On va passer maintenant à la structure du vote, au législatif puis au présidentiel. Juste pour dire, je pense que vous vous rendez compte que derrière un graphique comme ça, il y a beaucoup de travail parce que élection par élection, sont ces données manuscrites qui ont été collectées. Il faut vérifier que tout marche bien sur le codage des communes. Et c'est vrai que nous, on était très étonnés quand même par ces résultats. C'est-à-dire que ça nous paraissait pas évident a priori à quel point les communes pauvres en fait votaient davantage que les communes riches dans les années 60, 70, 80, et puis l'explosion de cet écart de participation au cours des dernières décennies, c'est quelque chose quand même de vraiment spectaculaire et qui va à l'encontre. Oui, on pourrait avoir une théorie complètement différente qui serait de dire avec le renouvellement des courants politiques, des nouveaux partis nationalistes ou le nouveau bloc central, bon, cette nouvelle diversité de l'offre politique fait que les gens votent plus. Bon, visiblement, cette nouvelle diversité de l'offre politique correspond pas forcément à ce que les gens attendent. En tout cas, on a beaucoup de la moitié des électeurs qui restent chez eux et avec des écarts entre communes riches et communes pauvres qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire. Donc ça pose quand même des sérieux problèmes démocratiques et voilà, collectivement, tout le monde doit s'interroger sur cette situation. Alors, maintenant, on va passer aux résultats sur la structure du vote aux législatives. Donc, Julia l'a dit, dans nos données électorales telles qu'on les a codées, on a entre 10 et 15 courants politiques par élection. Donc, si on va prendre les élections des années 1880, les socialistes, les radicaux socialistes, les républicains modérés, les républicains constitutionnels, les républicains opportunistes, toutes sortes de différents groupes catholiques, conservateurs. Donc, c'est seulement dans un second temps, après avoir codé toutes ces nuances entre 10, 15 par élection, qu'on va faire des rassemblements de coalitions à gauche, au centre, à droite, qui sont toujours des constructions extrêmement fragiles, alors dont les différentes nuances politiques ont besoin aussi, parce que pour pouvoir voter un budget, par exemple, ou former un gouvernement, on peut pas juste avoir un tout petit groupe parlementaire, et donc on essaye de respecter la façon dont ces groupes se sont assemblés ou se sont présentés ensemble au suffrage, et on insiste sur le fait qu'il y a une période où le centre, disons, est relativement bas, et puis il y a toute une période où le centre joue un rôle autonome,
c'est-à-dire essaye de gouverner seul, notamment à la fin du 19e siècle, au début de la Troisième République. Ça correspond, comme le disait Julia, aux républicains opportunistes, aux républicains modérés, comme on les appelait à l'époque. Et on a ce retour en 2017-2022 avec un peu 3/3 qui, de ce point de vue-là, la comparaison avec la période antérieure est très intéressante. Donc on va voir comment la structure sociale de ces différents électorats a évolué au cours du temps. On va commencer avec un premier résultat, alors qui peut paraître complètement trivial, mais qui est en fait assez intéressant, qui est que le monde rural vote toujours un peu plus à droite. Alors on pourrait dire, on le savait déjà, c'est vrai, mais en même temps, ça varie dans le temps. C'est ça qui est assez intéressant. Donc là, on prend une classification très simple. Les villages, ce sont les habitants des agglomérations de moins de 2000 habitants. Les bourgs, entre 2000 et 100 000. Et puis au-delà de 100 000, on a soit les centres-villes qui sont les métropoles, soit les communes secondaires des métropoles de plus de 100 000 habitants qui sont les banlieues. Et à l'intérieur de chacun de ces groupes, villages, bourgs, banlieues, métropoles, on a des banlieues pauvres, des banlieues riches, des bourgs roches, des bourgs privés. Et évidemment, on va croiser tous ces indicateurs. Mais si on regarde simplement ces 4 catégories, alors après, on met ça aussi par décile, les 10% de la population vivant dans les agglomérations les plus grandes, les 10% des agglomérations les plus petites, pour avoir des comparaisons dans le temps qui sont plus fiables. Mais ça, au moins, ça donne une représentation simple et intuitive de la réalité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les villages ont toujours voté un peu plus à droite que la moyenne. Donc quand vous êtes au-dessus de 100%, ça veut dire que vous votez un peu plus à droite. Les banlieues, les métropoles, généralement, ont voté un peu moins à droite. Ça n'a pas toujours été le cas. On voit les métropoles, Paris, dans les années 50, 60, 70, va voter un peu plus à droite, par exemple. Mais bon, grosso modo, on a cette régularité, mais dont l'ampleur a beaucoup changé au cours du temps. C'est-à-dire qu'en fait, un point, peut-être la leçon la plus importante de ce graphique, c'est que pendant l'essentiel du XXe siècle, en fait, l'écart de vote entre le monde rural et le monde urbain n'est pas si important que ça. L'écart était très important à la fin du 19e et il est en passe de devenir très important aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il a énormément augmenté au cours des dernières décennies, ce qui n'est pas quelque chose d'évident a priori, parce que fin 19e, on pourrait dire, bon là, il y a une différence de structure socio-économique extrêmement forte, avec des paysans indépendants dans les villages, des salariés de l'industrie, des ouvriers dans le monde urbain, avec des différences d'aspiration extrêmement fortes, et des partis politiques socialistes d'un côté pour le monde urbain, plus conservateurs, catholiques pour le monde rural, qui répondent à des aspirations complètement différentes, et deux électorats qui ont du mal à se mettre ensemble, qui vont davantage se rapprocher pendant le XXe siècle. Et c'est ce que disait Julia, c'est-à-dire la période de bipolarisation gauche-droite au XXe siècle correspond à une période où en fait le clivage territorial diminue par rapport au clivage social. Si on prend une élection comme 1981, Mitterrand fait pratiquement le même score dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles. Donc le clivage territorial à ce moment-là est très très faible. Et puis il redémarre très fortement au cours des dernières décennies, ce qu'on va aussi essayer d'interpréter comme une différence dans la structure socio-économique, avec plus des ouvriers dans les villages et les bourgs. Donc les ouvriers étaient plus nombreux dans les banlieues, les métropoles, évidemment, historiquement, que dans les villages et les bourgs, mais au cours des dernières décennies, ça s'est complètement inversé, et les ouvriers dans les villages et les bourgs, notamment, se sont sentis plus menacés par la concurrence commerciale internationale, l'intégration européenne, que les professions dans les milieux urbains, notamment les employés des services, qui, eux, continuent de voter assez fortement à gauche. Donc ça fait partie des pistes d'explication possibles, mais dans tous les cas, la remise en perspective historique de cet écart rural-urbain oblige à réfléchir, y compris sur les premières périodes au XIXe siècle. Donc on a toute une discussion déjà sur la déception paysanne à l'issue de la Révolution française, qui espérait accéder aux terres, à la propriété terrienne. Et puis en fait, la nationalisation des biens de l'Église va surtout bénéficier aux classes urbaines, bourgeoises ou nobles, qui ont les moyens pour acheter les biens de l'Église. Et donc c'est une grande déception vis-à-vis de la gauche, d'une certaine façon, en tout cas vis-à-vis des courants républicains et des courants associés à la Révolution. Et on va étudier ça également de façon détaillée. On n'a pas vraiment le temps là de rentrer dans tous les détails, mais on montre comment la concentration de la propriété terrienne et l'origine ecclésiastique ou noble des biens fonciers avant la Révolution a un impact important sur ce positionnement à droite des villages, qui varie aussi beaucoup suivant les endroits. Mais bon, pour résumer, on a ce retour d'un clivage rural-urbain extrêmement fort en fin de période. Le deuxième régularité très forte, c'est que si vous prenez les communes les plus riches, alors Julia les montrait tout à l'heure, les communes les plus riches, Paris 7e arrondissement par exemple, mais en fait vous avez des communes très riches un peu partout, dans la banlieue de Bordeaux, dans la banlieue de Marseille, vous allez à la banlieue de Lille, vous allez avoir des petites communes très très riches. Donc là, si on regarde les 1% des communes les plus riches, vous voyez que le trait rouge, c'est le vote à gauche. Ces communes n'ont jamais voté à gauche, pour résumer, c'est-à-dire que la gauche est toujours à 50%,
60% de son score moyen national. Donc vous êtes 2 fois en dessous de votre score moyen national de façon systématique. Alors c'était moins le cas fin 19e, en partie parce que les clivages gauche-droite n'étaient pas formés forcément comme la façon dont ils se font à partir de la fin 19e, en partie aussi parce que dans les communes les plus riches à l'époque, vous pouvez avoir des classes urbaines très pauvres qui habitent dans les villes les plus riches, en particulier un électorat ouvrier, y compris dans des parties de Paris où aujourd'hui tout électorat populaire a disparu. Donc derrière ça, il y a aussi une évolution de la ségrégation urbaine qui joue un rôle, qui est une partie de l'explication pour le phénomène fin 19e. Mais si on commence, disons, dans les années 1880-1890, on a une régularité très forte. On voit aussi que par moment, les communes les plus riches peuvent considérer finalement que le centre est un meilleur protecteur, disons, que la droite. Et on l'a observé à plusieurs reprises pendant la première période de tripartition, fin 19e, début 20e. Aux dernières élections, on le voit très très nettement, où il y a un basculement des communes les plus riches vers le bloc ensemble extrêmement frappant. Si on regarde l'ensemble de la distribution par décile de revenus, c'est assez frappant de voir, et là on a plusieurs années, 1910, 1936, 1946, jusqu'en 1993, puis je vous montrerai la période moderne ensuite, mais on voit que de façon générale, le vote à gauche diminue très fortement avec le niveau de revenu de la commune, surtout au niveau des communes les plus riches. En bas, c'est moins clair, et en particulier sur les communes les plus pauvres, qui sont souvent rurales au début de la période, la gauche ne fait pas forcément beaucoup mieux que la droite. Et ça, alors finalement, la pente devient plutôt plus forte au cours du temps, en partie parce que le monde rural va se salariser, la gauche va avoir davantage de succès dans le monde rural. Donc la courbe, en fait, devient plutôt plus pentue au cours du temps que ce qu'elle était. Mais bon, on a cette courbe très nette, et la courbe pour la droite est la courbe inverse, enfin, dans les périodes de bipolarisation. Dans les périodes de tripartition, c'est un peu plus compliqué, puisque, comme je disais, les communes les plus riches peuvent hésiter entre le centre et la droite. Mais donc ça, c'est un peu la régularité fondatrice qu'on a absolument tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose de... Voilà, c'est assez clair. Ce qui est particulier à la période de bipartition, comme on le disait tout à l'heure, c'est que, et en particulier la période 58-88, qui est un peu la période vraiment où là la bipolarité gauche-droite était un peu au maximum, on a une réduction à un niveau inédit du clivage territorial. Donc je vous parlais de l'élection de 81 où Mitterrand avait autant dans les villages que dans les métropoles. Bah, de façon générale, là c'est la moyenne sur les élections 58-88. On voit que le résultat obtenu par le bloc de gauche ou le bloc de droite varie vraiment très très peu dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles. Donc on a vraiment le clivage territorial à ce moment-là a été complètement dépassé par le clivage plus de classe, enfin le clivage lié à la richesse, c'est-à-dire que finalement la gauche parvient à rassembler les classes populaires urbaines et rurales plus que dans le passé et plus que par la suite. Donc il y a toujours un léger avantage à droite pour le monde rural, mais qui est beaucoup plus faible que dans d'autres périodes. Alors si on regarde ensuite sur les évolutions plus récentes, ça c'est intéressant, on a le vote à gauche en fonction du revenu de la commune. Alors je voudrais dire aussi, là, à chaque fois que je présente avec le revenu de la commune, on a d'autres indicateurs de richesse, comme notamment la valeur des logements, qui nous donnent des courbes très très proches. Donc ça dépend pas de l'indicateur de richesse qu'on vous présente. Là, on se focalise sur le revenu pour simplifier. Ce qui est très frappant, là, on va jusqu'en 2022. Enfin, oui, il y a une théorie qui circule selon laquelle la gauche, maintenant, aurait un vote extrêmement bourgeois, extrêmement favorisé. Bon, vous regardez les courbes là et vous êtes quand même assez étonné. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a plein de discours sur qui vote pour qui sont utilisés à des fins de propagande électorale par les différents acteurs, et ça peut tout à fait se comprendre. Mais à un moment, c'est quand même bien d'essayer d'objectiver les choses, de voir qu'est-ce qu'on a comme mesure pour comparer les choses dans le temps. Ce qu'on voit, c'est que la courbe est toujours très décroissante. En fait, la courbe est devenue encore plus décroissante en 2017 et 2022 que ce qu'elle était auparavant. Pourquoi ? Parce que les électeurs plus favorisés socialement qui votaient pour gauche avant 2017 ont eu tendance à basculer sur le bloc du centre. Donc en fait, la pente est en fait encore plus forte. Alors ce qui ne veut pas dire que rien n'a changé, parce que derrière, là, c'est uniquement le revenu, la structure socio-professionnelle et l'inscription dans le tissu territorial et productif des différents groupes a changé, mais si on regarde simplement par rapport à la richesse, il y a plutôt une accentuation de cette régularité. Alors, ce qui a changé, donc là je montre juste un graphique, mais en fait on a beaucoup de graphiques en fonction de la composition professionnelle, en fonction du pourcentage d'employés, d'ouvriers, de cadres dans les communes, mais pour résumer, le vote à gauche aujourd'hui, ça va être beaucoup plus des employés des services, donc des employés dans le commerce, la restauration, le nettoyage, le soin. Alors je rappelle, le salaire moyen des employés est au-dessous du salaire moyen des ouvriers en France depuis une trentaine d'années.
Donc quand on parle de classe populaire et qu'ensuite on se concentre uniquement sur le vote ouvrier, forcément on rate quelque chose d'important, parce que en fait les salaires les plus bas sont plutôt des salaires d'employés, notamment dans des fonctions, des métiers féminins, mais pas seulement, et pour le coup ce vote-là est en fait très très fortement à gauche, et plus urbain, et est resté très fortement à gauche. Et puis c'est aussi le vote de ce qu'on appelle ici les sociodiplômés, qui sont un peu les moins rémunérés des diplômés, typiquement des infirmières, des professeurs des écoles, qui vont être à bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, ce qui vous met dans les plus diplômés de la population, dans un pays où 34% de la population est diplômée de l'enseignement supérieur aujourd'hui, chez les plus de 25 ans. Si vous prenez les jeunes générations, vous êtes un peu au-dessus de 50%, mais sur les plus de 25 ans ensemble, vous êtes à 34%. Donc quand vous êtes diplômé du supérieur, déjà vous êtes dans le haut en termes de diplôme, mais en termes de salaire, une infirmière, un professeur des écoles, c'est pas forcément super. Et là, on le voit sur ce graphique indirectement, ça commence à partir des années 90. Ce qu'on observe, jusqu'à aujourd'hui, si on classe les communes par pourcentage de diplômés, les plus diplômés votent peu à gauche, parce que c'est principalement des cadres supérieurs qui vont voter à droite. Mais si vous contrôlez pour le revenu, et si vous contrôlez pour tous les autres variables socio-économiques et socio-démographiques, alors les plus diplômés vont voter un peu plus à gauche. C'est-à-dire concrètement, ce que ça montre, c'est que c'est pour un niveau de revenu donné, donc typiquement, ça va être les moins bien rémunérés des plus diplômés. Et si on regarde dans le détail, c'est notamment les fonctions dans le secteur public, dans la santé, dans l'éducation, et plutôt les personnes les moins rémunérées à l'intérieur de ces secteurs, donc plutôt des professeurs des écoles que des professeurs d'université, ou plutôt des infirmières que des chefs de service à l'hôpital, mais même s'il y a aussi des tendances intéressantes, mais c'est vraiment ce facteur qui joue un rôle. Bon, les employés des services, c'est beaucoup plus massif encore que ces sociodiplômés, et ça, on l'étudie de façon détaillée dans le livre. Alors, ensuite, ça, c'était sur la structure du vote de gauche et son évolution au cours du temps. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est les retournements dans la structure du vote pour le Rassemblement national et le Front national. Alors, on remonte en fait l'histoire du Front National avant le Front National avec le vote Tixier-Vignancourt, donc en 1965. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire politique française, c'est donc un candidat Algérie française très très marqué, anti-gaulliste, avec un directeur de campagne qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Donc c'est vraiment la première campagne de Jean-Marie Le Pen qui ensuite va se présenter en son nom pour la première fois en 1974. Ce qu'on voit, c'est qu'au départ, c'est vraiment un vote urbain. Beaucoup plus fort dans les métropoles, les banlieues, que dans les bourgs et les villages. C'est le cas jusqu'aux années 80. Regardez, en 88, Le Pen est meilleur dans les métropoles, puis meilleur dans les banlieues, très faible dans les villages. Et puis les choses vont se retourner, alors extrêmement rapidement, notamment en 2007-2012, où là, c'est vraiment la concurrence avec Nicolas Sarkozy qui va récupérer une grande partie du vote urbain FN, et le FN se retrouve... Alors c'est aussi le moment de la transition entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, mais ça se passe avant la transition entre les deux. C'est surtout, donc quand on regarde les analyses élection par élection qu'on peut faire avec des données communales, ce qui est plus difficile à faire avec des données d'enquête, parce qu'avec les problèmes de taille d'échantillon que disait Julia, les données d'enquête d'une élection à l'autre, on est toujours aux limites de la significativité statistique. Alors que là, on peut vraiment voir élection par élection quand se produisent les changements. Et vous voyez, c'est vraiment spectaculaire comment le vote FN devient un vote vraiment rural, massivement rural. Et une telle transformation dans la structure urbain-rurale d'un vote, c'est très rare de voir ça de façon aussi massive. Et nous, notre interprétation, c'est que c'est pas vraiment un choix stratégique du FNRN au départ. C'est plus la droite, disons, traditionnelle qui a récupéré à grands coups de discours sur le Karcher, la racaille, etc., l'électorat urbain plus anti-immigré du Rassemblement national, qui s'est retrouvé avec un vote de bourgs et des villages, un vote ouvrier qui n'était pas forcément obsédé par les questions identitaires, qui avait plus des soucis socio-économiques face à la désindustrialisation, la concurrence commerciale, etc. Et ensuite, le FNRN a essayé aussi, et essaye encore toujours, de s'adapter à cet électorat, mais avec un programme qui n'est pas forcément à 100% adapté à cet électorat. Mais en tout cas, on a ce retournement très fort. Alors d'abord sur la structure rural-urbain du vote, on l'a aussi sur alors on retrouve ça sur l'attitude par rapport aux immigrés, c'est-à-dire qu'on voit en 86-93 le vote Front National est plus fort dans les communes où vous avez une plus forte proportion d'immigrés. Ensuite, la relation devient nulle, voire négative. Alors vous me direz, c'est parce qu'on est passé dans le monde rural. C'est encore plus fort que ça, parce que ça, c'est après contrôle aussi pour la ruralité, pour la taille d'agglomération et après les autres contrôles. Donc on est passé, disons, d'un vote de conflit avec la présence des immigrés, enfin en tout cas pour la partie de l'électorat qui était séduite par le FN, à un vote plutôt, disons, d'indifférence ou de séparation de façon très, très claire. Dans le même temps, on a aussi une transformation de la relation entre la droite nationale
et la richesse. C'est-à-dire qu'on voit le vote Tixier en 1965 était plutôt un vote très bourgeois, obtenait des très bons scores. C'était un vote qui a attiré aussi les rapatriés d'Algérie, qui n'étaient pas spécialement bourgeois, mais qui avait des très bons scores dans les beaux quartiers. Ce qu'on retrouve avec Zemmour aujourd'hui. C'est-à-dire Zemmour fait un score exceptionnel enfin, par rapport à son score national moyen dans le 16e arrondissement, dans le 7e arrondissement, dans toutes les communes de banlieue les plus riches. C'est quelque chose qu'on avait avec le vote Tixier en 65, qu'on avait encore avec Le Pen en 74, et on voit ce basculement par la suite où en fait, notre interprétation, c'est aussi que la droite, disons, libérale, traditionnelle, capte une partie du vote anti-immigré, bourgeois, déjà avec Chirac et le discours sur le bruit et l'odeur, etc. en 91, puis Sarkozy avec la Karcher à la racaille, aujourd'hui avec Zemmour. Et finalement, le RN se retrouve avec un électorat plus populaire et plus rural que ce qu'il souhaitait au départ, mais qui est devenu son électorat. Donc ça c'est très frappant. C'est un électorat qui n'est pas très riche en revenus, mais qui est souvent plus fortement propriétaire. Donc là, on utilise un autre critère qui est la proportion de propriétaires dans la commune. Hein, combien de gens possèdent leur logement dans la commune. Et ce qu'on voit, c'est que le vote RN est d'autant plus fort qu'il y a de propriétaires dans la commune. Alors vous me direz, c'est normal, c'est un vote rural, sauf que là encore, c'est après le contrôle pour la taille d'agglomération, après le contrôle pour toutes les variables socio-démographiques. Donc il y a un effet de l'accès à la propriété, alors qui est très bien documenté par beaucoup d'études sociologiques, ethnographiques, des livres de Violaine Girard, beaucoup de travaux que nous on a lus avec vraiment beaucoup d'intérêt, et on n'a pas cette richesse ethnographique de matériel mais on a l'ensemble des données pour le pays, et donc on peut, voilà, ces différents types d'approches pour nous sont très complémentaires évidemment, et en l'occurrence sont assez raccords sur le fait que dans le vote RN, il y a aussi un vote de personnes qui se sont élevées, alors non pas par le diplôme, comme on a vu les classes urbaines qui votent à gauche, les infirmières, les professeurs des écoles, mais qui se sont élevés, par exemple, sur des postes d'ouvriers qualifiés, de contremaîtres, d'ouvriers routiers, qui parviennent à la propriété pavillonnaire notamment, et qui trouvent que voilà, leur trajectoire devrait être un peu plus reconnue, valorisée, et qui sentent du côté de la gauche et de son côté centré sur les classes urbaines locataires moins d'attention, disons, que ce qu'elles pourraient souhaiter. Ça fait partie des facteurs sur cette question de la propriété qu'on trouve aussi évidemment au XIXe siècle avec la volonté des paysans d'abord d'accéder à la propriété de la terre et qui sentent peu de soutien de la part de la gauche, c'est le moins qu'on puisse dire parfois sur cette question. Là, sur l'accès à la propriété pavillonnaire dans un environnement très différent de celui de la Révolution française, on retrouve quand même des éléments semblables qui nous ont semblé intéressants. Le dernier point sur le bloc national patriote ou le bloc nationaliste, c'est d'insister quand même sur les contradictions qui le frappent. C'est-à-dire que là, en gros, voilà, Zemmour, donc là, il y a trois partis qu'on met dans le bloc national patriote, et ça va sans doute évoluer à l'avenir, mais là, pour les dernières élections, il y a clairement un peu trois blocs. Il y a le bloc RN, qui est le plus important. Il y a l'électorat Reconquête, donc du parti d'Éric Zemmour, et puis il y a le bloc LR, dont l'actuel président avait dit qu'il voterait Zemmour plutôt que Macron s'il avait le choix, Éric Ciotti, donc c'est assez logique de le mettre dans ce bloc, même si évidemment le parti LR est un peu tiraillé entre le bloc libéral central et le bloc national patriote. Mais bon, vu que l'actuel président avait dit clairement qu'il préférait Zemmour à Macron, ça ne nous paraît pas absurde de le mettre ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que, disons, le vote Zemmour et le vote LR sont des votes extrêmement bourgeois, hein, qui montent très très fortement avec la richesse de la commune, alors que le vote Rassemblement national fait le contraire. Si on met tout le monde ensemble, en fait, c'est très plat. Et donc, c'est là qu'il y a une contradiction quand même dans le bloc national patriote sur lequel on insiste. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de faire une majorité parlementaire, de voter un budget, des impôts, etc., quand on a, non seulement sur les retraites, mais sur tous les sujets socio-économiques, il y a des priorités très différentes et des groupes sociaux très, très différents qui votent pour vous. Donc ça, c'est une contradiction très forte, et ça fait partie des éléments qui nous poussent à conclure que finalement le bloc de gauche, le bloc social écologique, c'est pas que ce soit facile pour lui, et il a beaucoup de mal à s'organiser ces temps-ci, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pas, disons, les contradictions du bloc de gauche sont plutôt un peu moins fortes que celles du bloc national patriote. Tous les blocs dans le système de tripartition actuel sont dans une situation de très grande fragilité, et l'ensemble du paysage est très instable et imprévisible, hein, soyons clairs. Mais si on commence par dire ça, qu'on regarde ensuite chaque bloc pris séparément, ce bloc-là nous semble pris par des contradictions particulièrement massives. Alors, pour conclure quand même sur certaines des contradictions, cette fois-ci de la gauche, les contradictions du bloc de gauche, une des contradictions, c'est on voit le vote écologique, qui est un vote très urbain, et on va le voir sur le graphique suivant, plutôt favorisé socialement. Alors, c'est pas une très grosse partie du vote de gauche,
mais ça pose quand même des vraies questions sur, en gros, est-ce que vous pouvez avoir une politique pour défendre l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, qui mette en même temps l'accent un peu plus sur les inégalités entre classes sociales, la redistribution des richesses. Et pour l'instant, les écologistes, ils sont pas très bien arrivés. Donc là, c'est très frappant de voir d'abord, alors on remonte au vote Dumont, qui est le premier candidat écologiste en 74. On voit aussi l'intérêt, comme disait Julia, d'avoir des données au niveau des communes. C'est-à-dire que dans des données d'enquête post-électorale, sur des tout petits votes comme ça, vous avez 10 observations, vous pouvez rien voir. Là, au niveau des communes, on voit des choses très claires. Donc un vote urbain depuis Dumont et pratiquement tout le temps jusqu'à Jadot. Un vote socialement favorisé, en tout cas du point de vue du critère du revenu de la commune. Donc on voit le vote Dumont qui progresse très fortement avec le revenu de la commune. Le vote Jadot ou les autres votes écologiques, alors le Page c'est un peu particulier parce que c'était une écologiste de centre-droit entre guillemets, mais si on prend les autres votes écologiques, on voit qu'ils diminuent sur les communes vraiment très très riches. Sans doute leur rattachement à la gauche leur fait pas beaucoup d'amis dans le 7e arrondissement et dans les communes vraiment très très riches, mais jusqu'aux 10% ou 5% des communes les plus riches, on a un profil croissant pour le vote écologique, ce qui est tout à fait anormal, entre guillemets, historiquement, dans les votes à gauche. C'est-à-dire que si on regarde, et là, par exemple, on vous met tous les candidats à la présidentielle de 2022, toujours en fonction de la richesse de la commune, vous voyez le vote Macron qui monte très fortement, le vote Zemmour encore plus, le vote Pécresse encore plus, mais bon, c'est vraiment un tout petit vote. Donc quand on disait tout à l'heure le vote Macron, c'est le plus bourgeois de l'histoire, c'est pour des votes d'importance comparable, pour des votes qui font 20-30% au premier tour. Sur des votes à 5%, par exemple, Madelin, 2% en 2002, est à une pente encore plus forte. Et c'est d'ailleurs un des intérêts de la méthode, c'est de pouvoir révéler des choses comme ça sur des petits votes qui sont assez frappants. Enfin, en tout cas, on voit que tous les votes de droite, sauf le vote RN qui diminue avec le revenu, progressent fortement avec le revenu. Tous les votes de gauche, y compris le vote Hidalgo et a fortiori le vote Roussel ou Mélenchon, diminuent fortement avec le niveau de revenu, beaucoup plus d'ailleurs que le vote RN, sauf le vote écologique qui, lui, augmente régulièrement, sauf sur les communes très riches. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement, disons, anormal par rapport au vote de gauche habituel et qui pose question, enfin, il y a derrière des contradictions intéressantes. Alors, on a fait la comparaison avec un autre vote de gauche qui est une particularité française où on a plein de nuances politiques, qui est le vote trotskiste, les candidats Arlette Laguillet, que certains d'entre vous peut-être ont connu, ou Nathalie Arthaud, que certains d'entre vous connaissent mieux. On a eu aussi Alain Krivine, on a eu Philippe Poutou, on a eu Olivier Besancenot. Alors, ces candidats ne sont pas si anecdotiques que ça. C'est-à-dire que quand vous les additionnez, vous pouvez avoir 4, 5 ou même jusqu'à 8% des voix en 2002. Finalement, c'est assez proche des candidats écologiques. Donc la comparaison n'est pas absurde. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le profil complètement inverse. Parce qu'on pourrait croire, il y a peut-être dans le monde urbain, peut-être certains d'entre vous ont hésité des fois entre le vote écolo, le vote trotskiste, etc. Mais je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas représentatif. C'est-à-dire, si on regarde au niveau national, le vote écologique est très urbain. Le vote trotskiste est hyper rural. Non mais regardez ça, c'est-à-dire que c'est un vote de village et c'est pas des néo-ruraux, etc. Enfin, en tout cas, on a essayé de tester par rapport à l'évolution de la population récente. Non, c'est juste un vote de village, de bourg. C'est très très frappant. Et alors, par rapport aux revenus, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, c'est vraiment les communes pauvres qui votent trotskiste, les communes riches qui votent pas trotskiste. Donc, vous voyez, le contraste avec le vote écolo est quand même incroyable parce qu'on pourrait croire les deux discours parle des limites du capitalisme extractiviste, etc. Donc il va y avoir des points communs dans les électorats. Oui, sauf qu'il y en a un qui parle de lutte des classes et de redistribution des richesses, et l'autre, visiblement, pas beaucoup. En tout cas, il a du mal à se faire entendre. Et à la fin des fins, les électeurs s'y retrouvent. Donc c'est un peu ça aussi la logique du livre, c'est d'essayer de faire révéler aux données comment les uns et les autres sont perçus par les électeurs. Et on a des résultats, je trouve, assez frappants. Alors, je conclus avec deux slides pour conclure. Peut-être un des résultats les plus importants sur la longue durée, c'est que les clivages électoraux sont de plus en plus déterminés par des enjeux socio-économiques et non identitaires. Donc là, c'est sur les élections présidentielles, mais on a la même chose sur les législatives. Aux dernières élections présidentielles, on explique 60% des écarts de vote entre communes simplement avec la richesse de la commune, revenu moyen, valeur moyenne des logements, proportion de propriétaires, et la taille d'agglomération et de communes. Simplement avec ça. Si on rajoute l'éducation, la profession, le diplôme, on passe à 70%. Mais les plus importants, c'est d'abord la richesse d'une part, la taille d'agglomération et de communes. Donc c'est ce qu'on appelle la classe géosociale dans le livre. Et c'est vrai que c'est quand même très très frappant de voir à quel point on explique. Si on rajoute la proportion d'immigrés, la proportion d'étrangers, on va passer à 72%, on va rajouter 2 points par rapport à 70 quand on rajoute déjà l'éducation et le diplôme à ça. Donc on va être sur des ordres de grandeur en termes d'explication du vote
sans comparaison. Et ce qui nous semble plutôt un résultat positif, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans le morcellement identitaire lié aux origines qu'on nous décrit parfois. On a des variables socio-économiques lourdes qui déterminent des intérêts sociaux contradictoires. Et pour résumer, il y a des solutions socio-économiques, l'alternance démocratique, qui peut permettre de répondre à ces défis. Alors, la situation actuelle de tripartition, je conclus avec ce graphique, est très instable. On a un vote, donc là c'est sur la présidentielle de 2022, on a un vote Macron qui augmente fortement avec le revenu et 2 votes Mélenchon et Le Pen qui diminuent fortement avec le revenu. Je précise sur ce graphique, là on est passé à des données individuelles, c'est-à-dire que là on fait la même chose, mais cette fois-ci on a l'enquête Cevipof, Fondation Jean Jaurès, avec 10 000 ou 14 000, 11 000 observations. Et on a exactement les mêmes courbes que quand on fait au niveau des communes par décile de communes. Hein. Donc on a des choses quand même qui sont assez robustes. Et on voit bien que les classes populaires en particulier sont très divisées suivant si elles sont employées ou ouvriers, urbaines ou rurales. Et donc cette idée, toutes les classes populaires ont basculé au RN, non pas du tout. Enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une division des classes populaires et ça nous semble important d'essayer de se donner les moyens de mesurer tout ça. Conclusion. Voilà, on a tenté d'écrire dans ce livre une histoire du conflit politique à partir du laboratoire français. Les principaux résultats, sans doute, comme je disais, la classe géosociale n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour comprendre les comportements de vote. La question des origines joue un rôle secondaire dès lors que l'on contrôle pour le revenu la profession. La bipolarisation gauche-droite centrée sur le clivage social a permis au XXe siècle d'organiser efficacement la confrontation électorale. La tripartition pose des difficultés. Nous, on s'en cache pas, on est très sceptique sur la tripartition. Et ce qu'on constate historiquement, c'est que ça a été une situation très instable. Les républicains opportunistes ont disparu comme bloc autonome à partir de 1900-1910, se sont finalement mis vers la droite, à mesure aussi que la droite monarchiste se ralliait à la République, et ça a constitué un bloc conservateur, libéral. Et de l'autre côté, les radicaux socialistes et socialistes ont aussi développé des plateformes permettant, comme le disait Julia, de s'adresser au monde rural, d'essayer de montrer aux classes populaires rurales et urbaines que ce qui les rapproche est peut-être plus important que ce qui les divise. Donc il y a eu des facteurs structurels qui nous ont fait sortir de la tripartition. Et sans vouloir comparer forcément à chaque endroit les deux périodes, cette évolution semble aujourd'hui une des évolutions possibles. C'est certainement pas la seule, mais c'est une des voies d'évolution possible pour la suite. Merci beaucoup pour votre attention. Alors évidemment, on a été un poil plus long, mais on a quand même du temps pour des questions. Julia, Donc on a 2 micros qui vont circuler dans la salle et donc je vous invite à lever la main si vous souhaitez poser une question. C'est incroyable d'avoir accès à toutes ces données et d'être excité de se plonger dedans. Je me demandais si vous aviez des insights sur ce qui se passe pour les communes elles-mêmes, en fait. Genre, est-ce que au cours de la période que vous avez étudiée, les communes, par exemple, l'inégalité intercommunale se renforce? Est-ce qu'il y a des tendances lourdes? Est-ce qu'il y a des mobilités? Enfin, je sais pas, je pense à des exodes ruraux ou des choses comme ça qui changent, qui pourraient expliquer ou en tout cas, genre, éclairer certains des changements que vous illustrez. Merci beaucoup pour la présentation qui était extrêmement intéressante. J'avais une question parce qu'en fait, j'ai l'impression que le fond de tout ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui motive le vote des électeurs. Est-ce que, à défaut d'aller interpréter via certaines données donc économiques de la ville et les partis politiques pour lesquels on vote, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour le futur? Bien sûr, on ne peut pas le faire rétroactivement, mais pour essayer d'enrichir finalement le vote et aussi afin d'éviter peut-être les soirs d'élection, le débrief où en fait chacun va essayer d'expliquer lui-même le pourquoi on a voté ici et là. Est-ce qu'il n'y a pas une façon peut-être d'enrichir le vote et de demander au moment où on met son bulletin de la raison, je sais pas, le domaine du programme voilà. Parce que je pense que ça sera encore ça peut-être le plus objectif finalement pour comprendre les votes. Je m'éloigne un petit peu, excusez-moi. Non.
Je vais répondre à la première question. Ce qui est extrêmement frappant au cours des dernières décennies, notamment, en fait, ça va commencer à partir des années 1980-1990, c'est qu'on va avoir une polarisation croissante sur le territoire, à la fois en termes de population. Donc, si vous regardez le pourcentage de la population totale représentée par chacune des communes, vous allez avoir des communes qui représentent une part beaucoup plus grande et d'autres une part beaucoup plus faible. Donc ça, on le voit vraiment, en fait, avec des parties du territoire qui se sont vidées et une concentration dans un certain nombre de communes. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que si vous regardez par exemple le pourcentage du PIB total ou le pourcentage du revenu total représenté par les 5% des départements les plus riches et 5% les plus pauvres, les 5% des communes les plus riches, les 5% des communes les plus pauvres. Là aussi, en fait, on a eu, depuis les années 1980, en fait, une réaugmentation des inégalités. Donc, en fait, et ça peut aussi expliquer d'ailleurs pourquoi le pouvoir explicatif de nos différentes variables socio-économiques a augmenté au cours du temps. C'est qu'en fait, cette hétérogénéité entre communes et notamment le degré d'inégalité entre communes a eu plutôt tendance à réaugmenter et notamment plutôt tendance à réaugmenter depuis les années 1980. Ceci dit, il y a une chose à souligner et c'est extrêmement important quand on parle de cohérence potentielle d'un socle populaire élargi pour la gauche. Une chose qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable convergence d'un point de vue de revenus, d'un point de vue de capital immobilier entre les bourgs pauvres, les villages pauvres, les banlieues pauvres et les métropoles pauvres. Pendant longtemps, en fait, si vous regardiez les villages et les bourgs et que vous les compariez aux banlieues et aux métropoles, vous alliez avoir quand même des banlieues et des métropoles plus favorisées que les villages et les bourgs. Ce qui a conduit d'ailleurs à alimenter un certain nombre de discours dans le débat public. On va nous citer en boucle Jérôme Fourquet, Christophe Guilluy, qui va séparer d'une certaine manière une espèce de France périphérique qui serait complètement laissée pour compte d'une France des métropoles, qui serait une France de l'ascension sociale beaucoup plus favorisée, ce qui en plus dans leur discours est une France qui profiterait particulièrement aux immigrés, alors que la France périphérique serait oubliée. En fait, si vous regardez dans les données, et que vous comparez concrètement pas les villages, les bourgs, les métropoles, les banlieues, mais à l'intérieur des villages, des bourgs, des métropoles, des banlieues, vous regardez en fonction de ceux qui sont riches et de ceux qui sont pauvres, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les villages et les bourgs pauvres ressemblent énormément aux métropoles et aux banlieues pauvres et sont beaucoup plus semblables. Un bourg pauvre aujourd'hui est beaucoup plus semblable en moyenne à une banlieue pauvre qu'un bourg riche. Donc la division, en fait, elle se fait aussi finalement sur cet aspect du revenu, sur cet aspect du produit intérieur brut, sur cet aspect du capital immobilier et du patrimoine. Je te laisse la deuxième question qui est plus compliquée. Oui. Je continue une seconde sur la première, juste pour bien insister effectivement que par rapport à des analyses qui opposent France périphérique, France des métropoles, monde rural, monde urbain dans leur globalité, nous ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il faut vraiment décomposer à l'intérieur du monde rural, à l'intérieur du monde urbain, et c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur des banlieues, des métropoles, des banlieues extrêmement pauvres, on a des banlieues juste de l'autre côté du périphérique nord qui sont comme Roubaix à 7, 8 000, 9 000 euros de revenus annuels par habitant, et puis on a des banlieues très très riches, pas très loin sur la carte parisienne, mais c'est comme ça dans toutes les grandes agglomérations. Et donc en fait, comme le disait Julia, on a des graphiques. Alors la première partie du livre qu'on n'a pas vraiment présenté ici, ça présente plein de résultats nouveaux sur l'évolution des inégalités socio-spatiales en France. Et ce qu'on montre, c'est que la période récente, enfin les dernières décennies, depuis les années 80-90, est caractérisée à la fois par une très forte réaugmentation des inégalités entre types de territoires, mais surtout à l'intérieur de ces territoires. Et finalement, entre communes riches et communes pauvres, à l'intérieur de tous les territoires, on a une remontée très forte des inégalités. On n'est pas revenu au niveau du 19e siècle, où on avait des écarts entre la valeur moyenne des logements, entre les communes les plus riches et les plus pauvres, qui étaient encore plus importants qu'aujourd'hui, mais on a quand même une remontée très, très significative. Alors sur la deuxième question, disons que moi, je suis pour la démocratie participative où les gens participent d'une façon la plus riche possible. Je suis pour des référendums d'initiative populaire, si possible des référendums délibératifs où on commence par avoir une assemblée tirée au sort qui instruit le procès du oui ou du non, qui présente les options et puis ensuite seulement on va voter. Donc moi, tout ce que vous avez en tête sur le fait qu'on va non seulement voter pour un tel ou un tel, mais exprimer d'autres choses, ça me va, je suis pour. Après, concrètement, il faut quand même bien voir qu'on a du mal à faire déplacer les gens pour des choses simples. Si on leur pose tout un questionnaire compliqué, ils vont avoir l'impression d'être face à un institut de sondage et ils vont accrocher le téléphone. Donc il faut regarder. Mais juste une proposition très concrète qu'on fait dans le livre qui va
pas exactement dans votre direction, mais qui essaye quand même de réfléchir à ce type de questions, c'est de dire on a cette chute de la participation aux législatives, hein, c'est quand même très très frappant ce que montrait Julia tout à l'heure. On a un décrochage avec la participation présidentielle qui est quand même assez folle, hein. C'est-à-dire la participation présidentielle se maintient assez bien, bon, même si en fait au second tour, sur les 2 derniers scrutins, elle chute quand même pas mal au second tour, hein. Donc là, en prenant le premier tour, on sous-estime un peu la chute à l'élection présidentielle. Mais enfin, la participation présidentielle comme se maintient. La participation législative s'est effondrée, c'est-à-dire on est en dessous de 50% en France, en fait en dessous de 45% comme disait Julia si on calcule par rapport au nombre d'électeurs théoriques, parce qu'on a 10% des électeurs théoriques qui ne sont pas sur les listes, et on présente séparément dans la partie sur la participation le taux effectif de participation en prenant ça en compte. Là on est par rapport au nombre d'inscrits, qui est la mesure traditionnelle en France, on est passé en dessous de la participation aux États-Unis. Ce qui est quand même intéressant, parce que pendant très longtemps, en France, on a aimé se dire « Ah, en France, la démocratie électorale, ça mobilise les classes populaires mieux qu'aux États-Unis ». Oui, ça a été vrai pendant longtemps. Ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que sur les dernières élections, 2020 aux États-Unis, vous avez une participation présidentielle et aussi aux élections du Congrès. Alors, l'année de l'élection présidentielle, c'est vrai que les élections de mi-mandat, c'est pas le cas, mais l'année de l'élection présidentielle, vous avez une participation aux élections du Congrès qui est plus forte maintenant qu'en France, beaucoup plus forte. De 10-15 points plus élevé qu'en France. Je pense quand même que ça interroge. C'est-à-dire qu'on a une capacité de mobiliser les électeurs populaires qui s'est effondrée, qui doit interroger. Et donc, petite proposition qu'on discute dans le livre, si on avait les élections présidentielles et législatives le même jour, tout simplement, comme aux États-Unis, alors c'était pas exactement votre proposition, mais on pense qu'au moins les gens participeraient aux législatives, et ce serait quand même déjà un peu mieux. Parce que ça obligerait aussi les candidats à la présidentielle à nous parler un peu plus de la majorité avec laquelle ils vont gouverner, ce qui est quand même un petit détail utile, hein, plutôt que de se focaliser sur l'homme ou la femme parfaite qui va mener le pays, ce qui évidemment ne peut conduire qu'à des désillusions, que le candidat vienne de gauche, de centre ou du droite. Donc voilà, juste ça. Mais plus généralement, il faut effectivement s'autoriser à réfléchir sur changer les règles du jeu et sur quoi on vote. Vous avez raison, et ce débat n'est pas clos. La Constitution de 1793 prévoyait des possibilités pour les assemblées électorales au niveau primaire de débattre de propositions de loi qui avaient été adoptées à l'Assemblée nationale dans les 40 jours suivant leur adoption et de pouvoir mettre des possibilités de référendum. Elle a été supprimée par le retour au suffrage censitaire avant même de s'appliquer, et on n'en est pas beaucoup plus avancé en 2022. Et donc je pense que ces questions sur l'organisation même de la démocratie, il faut les remettre sur la table. Oui, est-ce que vous avez tenu compte du vote à hommes-femmes, surtout que les femmes ont eu le vote un peu plus tard que les hommes, et de l'âge, parce qu'on dit que les jeunes votent plus en ce moment Front National ou RN que les seniors. Merci. Alors là, c'est 2 dimensions qui sont extrêmement compliquées pour nous, pour le coup, avec les données communales, parce qu'il y a 2 dimensions sur lesquelles on a très peu de variations au niveau communal. Le genre, pour commencer. Alors, c'est pas exactement vrai, notamment dans les villages et les bourgs, on va avoir plus d'exode des femmes, et donc en général un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. Et la répartition par âge, on peut avoir aussi quelques différences avec, dans les banlieues, notamment une population qui est en moyenne plus jeune, mais on a quand même peu de variations à l'intérieur à la fois des 36 000 communes et dans le temps. Donc c'est des questions pour lesquelles, pour le coup, on est quand même mieux armé en moyenne pour répondre avec des données de sondage et d'enquête. Les jeunes, avant de voter RN, ils s'abstiennent. Ça, c'est vraiment la première caractéristique aujourd'hui du vote des plus jeunes. Vous prenez les dernières élections régionales, le taux d'abstention des 18-25 ans, il est de 86%. Vous avez 14% des 18-25 ans qui vont voter, 86% d'entre eux qui s'abstiennent. Donc voilà, c'est quand même leur première caractéristique avant d'être différentes. Sur les femmes, ce qui est assez intéressant quand même, parce qu'on le voit un peu avec les enquêtes, et puis on essaie quand même un peu d'utiliser les variations qu'on a. Pendant longtemps, il y avait cette idée que les femmes étaient plus conservatrices, qu'elles allaient être influencées par le curé, qu'elles allaient voter à droite. C'est plus le cas aujourd'hui. En fait, ce que nous disent les enquêtes, c'est plutôt le contraire, pour la raison qu'a montré Thomas tout à l'heure, notamment parce que c'est les femmes qui vont être davantage précarisées dans les emplois de service, avec des emplois souvent à temps partiel, un travail qui est peu rémunérés, et du coup qui vont se tourner de par leur structure de revenus davantage vers la gauche que vers les partis de droite. Moi, je vais m'asseoir. Oui, non. Vas-y. Juste sur le vote des jeunes, on a même si les données communales sont pas parfaites pour regarder ça, on a quand même fait un certain nombre de graphiques
je crois dans le chapitre 11, je sais plus, enfin bon, je finis par m'y perdre moi-même, et par ailleurs en ligne, vous avez plusieurs milliers de pages d'annexes où il y a des graphiques détaillés aussi par âge moyen, par pourcentage d'hommes, de femmes. Mais en gros, pour résumer, les jeunes, alors notamment aux dernières élections, votent beaucoup plus pour le bloc de gauche. C'est-à-dire le bloc national patriote, c'est plutôt entre deux âges. C'est-à-dire en gros, le bloc Macron, c'est vraiment très âgé comme électorat, enfin ça monte, vous avez une pente très très forte avec l'âge. Le bloc de gauche, c'est le contraire, et le bloc RN va être plutôt entre 30 et 60 ans, disons entre 35, elle va faire ses meilleurs scores entre 35 et 60 ans. En général, les jeunes votent un peu plus à gauche, mais c'est pas toujours très net. C'est-à-dire, vous avez des cycles, c'est volatile, disons. Et sur les femmes, il y a l'évolution qu'a dit Julia, qui là, pour le coup, est très difficile avec des données communales à mettre en évidence. C'est-à-dire, c'est vraiment les données d'enquête permettent de le voir. Ça, c'est clairement une des limites de données communales. Félicitations, c'est un travail impressionnant. Je me demande si vous avez des réflexions sur la spécificité de cette polarisation socio-économique et spatiale, la spécificité à la France, c'est-à-dire si c'est aussi une histoire européenne ou plutôt globale que française. Et, enfin, vous avez donné que sur la France, mais je me demande sur vos réflexions. Et s'il y a quelques résultats qui sont plutôt spécifiques à la France, enfin que vous pensez que, comme hypothèse, quelles seront celles? Merci. Alors, Julia, alors attendez, je vois pas où est la... Ah oui, la personne qui parlait là-bas, excusez-moi, je vous avais pas vu. Pour résumer, on n'a pas fait le travail pour les autres pays. C'est-à-dire qu'on a fait, on a fait ce projet avec Amaury Guettin, Clara Martinez-Tolenado et plusieurs dizaines de chercheurs. On a publié, si vous allez sur le site wpid.world, World Political Cleavage and Inequality Database, on a utilisé les enquêtes post-électorales, donc menées après les élections avec quelques milliers d'observations, comme disait Julia, pour 50 pays dans le monde, pour toutes les élections de 1948 à 2020. Donc c'est un assez gros travail où plusieurs dizaines de personnes, notamment du World Inequality Lab, j'en vois beaucoup là dans la salle et de partout dans le monde, ont participé. On a publié le livre aux éditions du Seuil, dans la collection Hautes Études avec Gallimard et le HESS en 2021. Le livre a été publié en anglais à Harvard University Press l'an dernier. Vous trouverez tous les résultats sur le site, donc wpid.world. La grande limite de ce travail, et c'est pour ça que ça ne va pas répondre complètement à votre question, malheureusement, mais c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce nouveau livre, c'est qu'avec les données d'enquête post-électorale, c'est très difficile de croiser les critères territoriaux avec les critères sociaux, parce que vous n'avez plus assez d'observations. Si vous voulez croiser taille d'agglomération, taille de commune, avec le revenu, le diplôme, la profession, vous n'avez plus personne. Donc, il y a des grandes évolutions sur lesquelles vous pouvez dire des choses, et on a essayé de dire le maximum, avec quand même beaucoup de points communs entre les différents pays, entre les différentes démocraties électorales occidentales. Alors quand on sort du monde occidental, on a des choses quand même assez différentes, avec plutôt une reclassisation du processus politique au Brésil, en Inde, d'une certaine mesure, alors qu'on a dans les démocraties occidentales cette division entre classe urbaine, rurale, mais qu'à nouveau, on peut pas étudier très précisément avec les données d'enquête. Donc notre intuition, pour résumer, c'est que c'est un peu pareil ailleurs. Bon, quand on regarde aux États-Unis ou les dernières élections aux Pays-Bas, par exemple, la division entre un vote rural et un vote urbain pour un même niveau de revenu semble extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on a ces divisions qu'on documente pour la France qui ont l'air de se voir ailleurs. Et on pense en partie pour des mêmes raisons, c'est-à-dire que la structure des emplois, la position dans le tissu productif, l'exposition au commerce international, notamment par rapport à des emplois plus dans les services et nourris en partie par l'État social, ont des formes similaires et font que les classes populaires urbaines vont plutôt continuer de voter à gauche, alors que les classes populaires rurales s'en sont éloignées très fortement. Pour nous, c'est l'explication principale, qui pour le coup est peut-être commune à beaucoup de pays occidentaux, c'est qu'on a une structure de classe, disons pour dire les choses concrètement, qui s'est complexifiée au cours du temps, qui est caractérisée à la fois par une concurrence internationale débridée qui fait qu'on a beaucoup de groupes, notamment ouvriers dans l'industrie, qui ont énormément souffert au cours des dernières décennies. Et en fait, bizarrement, ce monde de l'industrie des ouvriers, qui était historiquement métropolitain dans les banlieues et plutôt dans les bourgs et les villages, et a beaucoup souffert de cette concurrence. Et à côté de cette concurrence internationale débridée, on a aussi des sociétés qui sont caractérisées par un état social avancé, avec des emplois importants dans le secteur du soin, de la santé, de l'éducation. On a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément des revenus super élevés,
mais qui ont parfois des diplômes, parfois un peu moins de diplômes dans les métiers du soin, dans les métiers du nettoyage, mais qui continuent pour le coup de se sentir plutôt pas mal représentés par la gauche. Et donc on a cette division très forte qui, selon nous, a des chances de marcher pas seulement en France. Mais il faudrait faire le travail. Et donc, on espère bien... Bon, nous, on aurait aimé faire la même chose sur 30 pays, mais vous voyez que là, c'était pas possible. C'est-à-dire, on a fait sur les enquêtes post-électorales, mais là, vers chaque élection, c'est un travail de chien, quoi, d'aller chercher les données dans les... Et puis, le travail pour attribuer les étiquettes politiques, enfin, Julia est passée vite là-dessus, et c'est beaucoup Julia qui a c'est vraiment le cerveau derrière tout ça et qui a fait bon, et c'est quand même un travail vraiment extrêmement délicat, donc on peut absolument pas déléguer, hein. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on peut robotiser tout ça, envoyer ça à d'autres. Évidemment non, enfin c'est quelque chose, il faut le faire soi-même. On est aidé par des assistants de recherche, des doctorants, mais à la fin des fins, le codage des étiquettes politiques, c'est voilà, il faut faire à la main, c'est du travail manuel, et c'est aussi de la réflexion sur la réalité politique de la période, parce que lire les journaux de l'époque, c'est ça aussi qui permet de comprendre de quoi on parle au moment des élections. Mais alors faire ça sur 10 pays, bon, c'est pas possible. Mais on espère bien que d'autres vont le faire et que des chercheurs, et qu'on y participera et on donnera nos réactions et donc on aura peut-être de meilleures réponses à votre question d'ici quelques années. Oui, merci. Je suis là. Oui. Par rapport à la dimension spatiale géographique sur laquelle vous insistez beaucoup, j'étais curieux de savoir s'il y a eu un rôle important d'innovation technologique, je pense au TGV par exemple dans le passé, et si potentiellement vous voyez une innovation future aussi qui pourrait être la dématérialisation ou le télétravail pour le futur. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup insisté dessus jusqu'à présent. Il va y avoir, ça c'est pas tellement au niveau de l'innovation matérielle du TGV, ça va plutôt être en termes d'offres de services publics, ou plutôt de disparition de l'offre de services publics. Ce que rappelait rapidement Thomas tout à l'heure, c'est finalement le clivage rural-urbain. Il était assez facile à expliquer au 19e siècle. Vous prenez le discours des socialistes, des radicaux socialistes au 19e siècle, ils parlent pas vraiment aux paysans, pour pas dire pas du tout. On recite Marx dans le texte. Marx aime beaucoup les ouvriers, il n'aime pas beaucoup les paysans. D'ailleurs, il pense que les paysans ont vocation à disparaître et que le conflit va être entre les ouvriers et les propriétaires. Il a des termes extrêmement durs quand il décrit les paysans, qu'il qualifie d'électeurs burlesques, pathétiques, lourdeaux. Il n'est pas très sympathique avec le monde paysan. En 1848, ouais, parce qu'après il est mort, mais et en fait il y a aussi cette dénonciation de la propriété comme quelque chose qui serait petit bourgeois, et finalement le programme socialiste, radical socialiste, avant le début du XXe siècle, la taxation progressive du patrimoine, qui va permettre de relâcher un certain nombre d'autres impôts sur le monde rural, la mise en place de la retraite non seulement ouvrière mais également paysanne. La gauche leur parle pas beaucoup. Aujourd'hui, ça peut paraître plus compliqué, parce que notamment si vous regardez le monde rural dans son ensemble, il est très peu paysan. Mais en fait, la grande rupture, c'est pour ça qu'on date la deuxième tripartition de 1992. La grande rupture, elle se fait selon nous sur la question européenne en 92 avec le traité de Maastricht, avec l'autre traité européen, le référendum de 2005, et aussi des conséquences de politiques qui ont été mises en œuvre un peu plus tôt dans les années 70-80 de rationalisation des services publics, qui partaient pas toujours de mauvaises idées ou de mauvaises volontés. L'idée par exemple d'avoir des structures hospitalières plus grandes pour qu'elles soient aussi plus efficaces, pareil en termes de pôles universitaires, mais qu'il faut qu'aujourd'hui très concrètement, en ruralité, ça peut être extrêmement difficile, ou ça demande un effort en termes de déplacement, non seulement de se rendre à l'université, mais c'est également le cas dès que vous allez au lycée, voire parfois quand vous vous rendez au collège. Et c'est aussi pourquoi on pense que dans la ruralité, l'ascension sociale, elle se fait en partie davantage par la propriété, là où dans le monde urbain, chez les plus modestes, elle va se faire davantage par le diplôme, même si ce diplôme à l'arrivée est peu rémunéré. Et du coup, vous avez un monde où Thomas rappelait tout à l'heure que les ouvriers se sont déplacés. Donc aujourd'hui, on trouve davantage d'ouvriers dans les villages et les bourgs, qui ont davantage souffert de la désindustrialisation, qui ont davantage souffert de l'ouverture à la concurrence internationale, qui ont aussi beaucoup moins tiré bénéfice et tiré profit d'une certaine manière de l'Union européenne, sous la forme de la monnaie unique, sous la forme du fait d'avoir l'espace Schengen, de ne plus avoir de frontières, de pouvoir voyager beaucoup plus facilement, et qui souffrent directement de cette concurrence internationale, et qui voient aussi l'abandon des territoires en termes de services publics. Donc c'est pas tellement le progrès
progrès technologique du TGV, c'est plutôt l'absence de progrès technologique et la fermeture de la gare de TER. Et en fait, on pense qu'aujourd'hui, une des limites du discours de la gauche actuelle, c'est qu'elle a toujours du mal à s'adresser à cet électorat rural pour plusieurs raisons. Les raisons que rappelait Thomas tout à l'heure, et notamment la contradiction avec le vote écolo, c'est-à-dire qu'on montre souvent à gauche du doigt cette volonté d'accession à la petite propriété de la part des plus modestes du monde rural. Alors on va plus dire que la propriété est un privilège ou un espèce de goût petit bourgeois, mais par contre on va dire que la propriété pavillonnaire, l'étalement urbain, c'est mauvais pour l'écologie, c'est mauvais pour l'environnement, plus la culpabilisation sur le fait d'avoir des voitures individuelles, alors même qu'en fait il n'y a pas du tout de transport en commun. Ça, le Rassemblement national finalement a davantage su y répondre, y compris sur les questions d'accès à la propriété. Marine Le Pen avait dans son programme en 2022 des propositions sur le fait d'élargir le prêt à taux zéro. Donc aujourd'hui vous avez un prêt à taux zéro qui vous permet d'accéder à la propriété en empruntant jusqu'à 100 000 euros à 0%. Elle avait une proposition qui disait qu'à partir du 3e enfant, vous ne remboursiez plus le principal. Donc en fait, on vous donnait aussi les 100 000 euros. Cette proposition-là, d'une certaine manière, la gauche, elle devrait s'interroger sur comment finalement aussi répondre à ces attentes en termes d'accession à la propriété. Le problème du programme de Marine Le Pen, et c'est aussi ce que montrait tout à l'heure Thomas avec les contradictions du bloc national patriote, c'est qu'il y a des propositions en termes de services publics, il n'y a pas du tout de propositions sur la manière dont les financer, parce qu'en même temps, elle veut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, là où le logiciel de la gauche finalement, et notamment la question de la progressivité fiscale, devrait permettre de construire un programme qui permette de justement penser cette reconquête des territoires ruraux en termes d'offres de services publics. Bon, alors merci beaucoup d'abord pour ce travail qui est incroyable en termes d'effort et de qualité, évidemment. J'ai une question par rapport à votre propos final sur la part expliquée, donc la part du vote expliquée à la fois par, d'un côté, la catégorie socio-économique et puis la localisation, de l'autre côté, ce que vous appelez les questions identitaires, je crois. Non, la classe géosociale. La classe géosociale d'un côté et les questions plus identitaires de l'autre. Et en fait, donc on a compris que si vous mettiez toutes les variables, quand vous rajoutez les questions identitaires, ça rajoute que 2 points dans la part expliquée. Ce qu'on a du mal à voir, c'est si vous mettez que les questions identitaires, le pourcentage d'étrangers, vous faites le chemin dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça donne ? 5 points. Voilà, ça, je trouve ça extrêmement très peu aussi pour résumer. Donc, effectivement, il y a environ la moitié, un peu plus de la moitié, les 2/3 de l'effet de la proportion d'immigrés, d'ouvriers qui va être absorbée par la profession, par le revenu, etc. Donc c'est plutôt la proportion d'ouvriers, non pas le fait d'être immigré. Mais au total, même sans aucun autre contrôle, c'est à 5-6 points, ce qui est pas rien. Mais par rapport à ça, voilà, c'est pas du tout ce qu'on peut entendre dans le débat public. Et donc ça, c'est vrai que ça nous semble important à dire, quoi, parce qu'on a une espèce de facilité dans le débat public à renvoyer sur des questions identitaires, parce qu'évidemment c'est très simple à tenir comme discours, et on a évidemment un bloc politique qui vit de ça, qui se définit par ça, bon, qui fait semblant de faire des propositions sur le prêt à taux zéro, etc., et qui surfe sur les faiblesses des autres, mais qui quand même repose beaucoup sur une rente, sur la dénonciation des étrangers, des immigrés, et c'est quelque chose d'assez triste que je pense. Mais disons, un des résultats du livre, c'est aussi que les électeurs ne sont pas dupes, c'est-à-dire qu'on pense que, bon, d'abord, si les électeurs étaient très enthousiastes sur ce discours anti-immigré ou sur le discours libéral du bloc central, on aura une participation à 90%. Hein. Si on a une participation en dessous de 50%, ça montre que beaucoup d'électeurs se disent « Oulala, tout ça m'intéresse pas beaucoup, je reste chez moi ». Et dans ceux qui vont voter pour le Rassemblement national, je pense que personne se fait forcément d'illusions sur le fait que ça donnerait des choses formidables. Mais la faiblesse des autres camps fait qu'on peut se retrouver quand même à les essayer par erreur, hein, comme tu sais bien. Donc voilà, la situation est évidemment très fragile. Il reste que, descriptivement, les origines expliquent très très peu du vote. Voilà, juste un petit mot qui est un petit peu polémique et épistémologique à la fois. Un mot sur qui vous parle, ce qui n'est pas très intéressant, mais je suis le vice-président du Centre juif laïque
mais dem Arbeiterring, voilà, ancien socialiste, et aujourd'hui dans l'interrogation de l'endroit où nous pourrions être sur vos schémas. La semaine dernière, il y a eu ce petit événement. Nous, excusez-moi, ça veut dire quoi? Nous, le petit centre, voilà, le petit centre juif que je représente ici. Ça peut être des petits effectifs par rapport à l'électorat. Oh là là, infiniment petits. Je ne pense pas même qu'il puisse apparaître ailleurs que comme artefact. La semaine dernière, il y a eu ce petit événement assez microscopique lui aussi de Gérard Miller qui a annoncer un vote juif, entre guillemets, de plus en plus à droite. Alors, c'est pas sur cette question que je vous interrogerai, c'est pour savoir, dans notre société qui est si communautarisante, hélas, croyez-vous que le tabou des pourcentages ou ethniques continuera à être respecté en France ou pas? Alors, deux choses. Enfin, je sais pas, Julia, si tu veux connaître. D'abord, quand vous dites notre société qui est si communautarisante, je pense que là, c'est un discours qui peut être lui-même performatif. C'est-à-dire le fait de le dire peut contribuer à faire croire que c'est vrai, sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous, je sais pas très bien. Mais le discours l'est devenu. Bah, le vôtre, là, peut-être, mais disons que... Oui. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire communautaire, mais si on relie ça aux origines, donc aux nationalités, au pourcentage de gens issus de différentes nationalités, au pourcentage d'immigrés, je vous répète, on explique très très peu des écarts de vote avec ça. Donc par rapport au discours consistant à dire on est le conflit politique en France a basculé sur un conflit identitaire, etc. Non, c'est pas vrai. C'est un discours qui est faux. Et je pense que c'est quand même important. Ce sont des questions qui sont aussi difficiles parce que simplement en regardant autour de soi, c'est difficile de se faire une idée. C'est là que je pense que la recherche en sciences sociales, essayer de rassembler des données, c'est quand même important parce que sinon tout le monde peut raconter n'importe quoi et c'est important de. Donc voilà, je pense que le diagnostic déjà est faux. La deuxième partie de votre question, c'est est-ce que les catégories ethniques, le tabou des catégories ethniques, je pense, moi, voilà, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a des bonnes raisons en France pour lesquelles on ne se met pas dans les recensements comme aux États-Unis à demander aux gens es-tu maghrébin, es-tu subsaharien, es-tu gaulois, etc. Et la raison centrale, selon moi, la bonne raison centrale pour ne pas le faire, c'est qu'on a un niveau de mixité des origines, d'intermariage qui est extrêmement fort, beaucoup plus élevé par exemple qu'aux États-Unis. Donc je cite juste un résultat de la dernière enquête Trajectoire et Origine menée par l'INED en 2020-2021, sur 100 personnes ayant un grand-parent originaire du Maghreb, vous en avez 85 qui ont au moins un autre grand-parent qui n'est pas originaire du Maghreb. Et donc, en fait, la mixité des origines, elle devient ultra majoritaire à la deuxième, à la troisième génération. Et donc, dans un monde comme ça, aller demander aux gens de dire cocher à la case maghrébin, français, etc., ça me semble une très mauvaise idée. Donc, après, il y a d'autres façons de lutter contre les discriminations, mais sans demander aux gens de se placer comme ça. Mais bon, c'est un vaste débat dont on parle un petit peu aussi dans le livre, mais qui voilà, nous on pense quand même que la société française a beaucoup plus passé le cap du conflit tribal ethnique que Éric Zemmour ou d'autres cherchent à nous faire croire. C'est-à-dire qu'en fait on est plutôt sur un conflit socio-économique, alors qui est complexe, qui est pas facile à régler, parce qu'il y a une complexification de la structure de classe, des gens qui sont plus soumis à la concurrence internationale que d'autres qui bénéficient plus des services publics, et donc ces conflits sont multidimensionnels, c'est pas juste riche contre pauvre, et réussir à rassembler les différentes classes populaires, c'est complexe. Donc le fait de dire c'est du socio-économique, c'est pas la conclusion, c'est facile, il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais ça laisse quand même un peu plus d'espoir que dans le diagnostic de communautarisation. Alors malheureusement, il est presque 18h30, donc je propose qu'on prenne, je vois qu'il y a encore beaucoup de mains levées, peut-être qu'on peut prendre 2 ou 3 questions et je laisserai Thomas Piketty et Julia Cagé répondre de manière succincte. Merci. Non mais simplement pour vraiment c'est un travail incroyable. Thomas l'a dit, c'est pas les choses qui se font comme ça demande un travail y compris pas seulement de traitement de données quoi. C'est absolument incroyable, encore une fois. Donc simplement, je vais juste réagir, ça va être très rapide par rapport à ce qu'a dit Julien, nous je voulais poser des questions sur la question des services publics, de l'accès aux services publics, d'utiliser finalement la variabilité que vous avez par rapport à l'accès. Est-ce qu'il reste encore une école? Est-ce qu'il reste encore les questions par rapport au transport, par rapport à la poste, par rapport à des choses comme ça? J'imagine que vous avez
non, vous n'avez pas les informations justement pour le faire. Bah, en fait, on n'a jamais voulu prendre des variables qui allaient couper nos séries sur le très long terme. Donc on a quand même, on discute dans le livre des questions de sécurité, on discute des questions de RSA, etc. Parce que c'est quand même des problématiques qui sont importantes dans le débat. Donc en ayant des données relativement récentes, mais typiquement sur l'offre de services publics, la couverture en termes de, par exemple, train, etc. On n'a pas de données qui remontent sur le long terme. Une des choses qu'on a sur le long terme et pour laquelle on peut contrôler et dont on montre l'importance, pour le coup, c'est la dépense publique au niveau communal et les variations de dépenses publiques au niveau communal qui sont quand même extrêmement importantes et qui jouent aussi d'ailleurs sur tout le débat qu'on a sur la redistribution dans le territoire. Mais ça, c'est une des limites finalement de l'approche qu'on a aujourd'hui quand on vous montre les différentes variables, le revenu, le capital immobilier, l'éducation, les professions, etc. Vous pouvez toujours penser à d'autres facteurs qui joueraient un rôle aujourd'hui et qu'on n'a pas mis, et c'est un choix volontaire en fait, ce qu'on pouvait pas faire remonter historiquement, mais on a choisi de pas le mettre pour pas casser les séries. Mais c'est vrai que ça serait intéressant aujourd'hui d'avoir une étude plus fine à un niveau très micro, qui ont d'ailleurs été un peu faites sur des années récentes, du rôle joué par exemple par la non-couverture en termes de services publics sur les différents votes. Une dernière question. Allez, dernière question. Je suis désolé d'avoir la dernière question. C'est intimidant. Bon, et effectivement, comme a dit Jean-Olivier, c'est absolument impressionnant. Mais sur seulement un commentaire qui a un rapport avec la politique aujourd'hui et avec les agendas politiques. C'est qu'il peut y avoir un problème d'identification dans la notion qui vient d'être discutée sur le déterminisme économique et le rôle appelé identitaire. Il peut y avoir un problème que nous on appellerait de variable manquante ou un problème d'identification qui est toujours en politique, comme m'avait dit une fois le regretté Michel Rocard, n'oublie jamais les émotions, mais elles sont difficiles à calculer. Et donc, c'est vrai que la variable d'identification identitaire, c'est celle qu'on peut avoir, mais elle peut conduire à négliger certains problèmes dans la rhétorique politique et dans la concurrence politique et ignorer certaines dimensions qui peuvent, dans cette vision humaniste, empiriste, impressionnante, aussi nous conduire à des nouvelles controverses sur les stratégies politiques. Et je crois que le message est très fort et il est important pour ce qui vient au-delà des tiers et de la bipolarisation. Simplement, je ne sais pas quelle réaction ça peut produire en vous. Donc tu as raison, Carlos. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir observer au niveau de nos 36 000 communes depuis le 19e siècle, non seulement bien le détail des inventaires communaux de services publics qui pourraient être collectés, qu'on n'a pas entièrement fait. Il y a beaucoup de données qu'on pourra encore collecter, qu'on n'a pas fait. Mais il y a des données, comme celles que tu évoques, Carlos, qu'on ne pourra jamais collecter. C'est-à-dire qu'on n'a pas de données au niveau communal sur des questions subjectives, de ressenti. Donc, nous, notre position là-dessus, c'est que ces variables sont sans doute très importantes, mais elles ont sans doute toujours été très importantes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'élève un peu en faux quand même contre des discours consistant à dire, voilà, aujourd'hui, c'est les variables subjectives, c'est la défiance généralisée, c'est etc. Ça n'a plus rien à voir avec avant. Ça, honnêtement, ce discours, ça nous fatigue un petit peu parce que comme il n'y a pas d'enquête avant, voilà, évidemment, si on n'a qu'une enquête aujourd'hui, on peut dire c'est super important, mais elle est où la comparaison historique? Donc nous, on pense que ces variables-là sont évidemment très importantes, mais elles ont sans doute toujours été très importantes et on aimerait les observer. La recherche en sciences sociales aussi, ça consiste à essayer de dire des choses sur les questions sur lesquelles il est possible de dire des choses. C'est-à-dire que sinon, et en l'occurrence, sur ces variables objectives, entre guillemets, de classe sociale. Alors, objectif, c'est une notion, tout ça, c'est construit. De toute façon, les CSP sont construites, le revenu est construit, le capital immobilier est construit. Enfin, toutes ces variables sont pas plus objectives qu'autre chose. C'est celles que les recensements, les administrations fiscales et tous les appareils d'État ont construit collectivement, historiquement. Et ces variables,
permettent d'expliquer une part croissante du vote. Alors c'est possible qu'après des variables de ressenti, des variables subjectives expliqueraient une partie encore plus importante. Ça va être difficile là quand même, parce que quand on est à 60-70% des écarts de vote entre communes, donc voilà, on pense il faut faire quand même attention dans ces discours. Enfin, tous les discours sont compliqués, etc. Mais les discours consistant à dire, voilà, aujourd'hui plus que jamais, c'est le ressenti, etc. Qu'on n'en a aucun élément de comparaison par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, là, ça nous semble quand même vraiment, vraiment problématique quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il faut... Là, pour le coup, on court le risque de... Et je me tais. Non, je voulais juste rajouter un petit point. Mais dans les données d'enquête qui utilisent aujourd'hui ces variables subjectives, ce qu'on peut appeler la classe subjective, par exemple, Luc Rouban, on pourrait dire ça, ou dans les travaux qui ont été faits par Yann Algan, par d'autres sur toutes ces questions, par Claudia Sénic, par Daniel Cohen aussi, sur toutes ces questions de confiance, de méfiance, du rôle qui peuvent jouer dans le vote. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand même le relativement faible pouvoir explicatif, qui souligne eux-mêmes. C'est-à-dire avec les données aujourd'hui individuelles d'enquête pour expliquer les comportements de vote, en prenant un certain nombre de mesures aussi d'éducation, de revenus, mais en y rajoutant la confiance, on a un pouvoir explicatif qui va tourner autour de 20-30%. Donc la confiance joue un rôle, mais elle va jouer peut-être de 5-6 points sur 30% de pouvoir explicatif au niveau individuel. Nous, avec les données au niveau communal, donc c'est des variations pour le coup entre communes, on a un pouvoir explicatif qui est quand même beaucoup plus important, ce qui montre aussi l'importance quand même, je pense fondamentalement, de l'ancrage dans le territoire, et pas simplement d'avoir des questions, est-ce que vous êtes urbain, est-ce que vous êtes rural, et d'interroger le vote individuel, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment tendance à vouloir surestimer cette dimension subjective du vote. C'est aussi peut-être parce que fondamentalement on a tendance à l'optimisme, et c'est vrai que si on prend, pour conclure là-dessus, la classe géosociale et son importance croissante, ça devrait nous conduire à une certaine forme d'optimisme, au sens où les questions géosociales appellent des solutions socio-économiques. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, mais la désindustrialisation, ça appelle des solutions socio-économiques. L'absence de services publics, ça appelle des solutions socio-économiques. À toutes ces questions-là, on peut essayer d'apporter des réponses. Si on pense que le problème aujourd'hui du vote pour la droite de la droite, c'est le fait d'avoir des affects négatifs ou de ne pas faire confiance à son voisin, vous pouvez prendre tous les politiques de tous bords, à part l'exaspération du conflit identitaire, on n'a pas vraiment de solution à apporter à ces conflits-là. Je pense aussi que c'est pour ça que les médias comme les politiques sautent dedans à pieds joints, parce que pour le coup c'est facile d'en parler très très longtemps et d'avoir des discours très affirmatifs, mais ça ne demande pas énormément de travail. Par contre, repenser la structure actuelle de l'Union européenne pour avoir une meilleure politique de protection aux frontières qui prenne en compte la concurrence sociale et environnementale, c'est pas évident. D'ailleurs, on va pas jusque-là dans le livre, on va pas pousser les solutions, on pousse des pistes, ce sera pour des prochains travaux, mais c'est pas évident. Et je pense que c'est aussi quand même pour ça qu'il faut remettre finalement cette classe géosociale au centre du débat aujourd'hui. Merci encore à Thomas Piketty et Julia Cagé. Et merci à tous les co-organisateurs de cet événement, Séverine aux éditions du Seuil, à l'UMR, Cécile et Marina, à la communication aussi, Louise, Samuel et Carolina. Donc, dans un instant, je vais vous inviter à quitter l'amphithéâtre et dans le hall. Donc, quand vous sortez juste à votre droite, vous pourrez retrouver Thomas Piketty et Julia Cagé et aussi acheter le livre sur place pour voilà, une petite séance de dédicace. À très vite et bonne rentrée à tous et tous. Merci.